Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue dans l'Univers Up, bienvenue à cette nouvelle Up conférence. Je vais vous dire quelques petits mots d'introduction avant de passer la parole rapidement à Monsieur Cespedes qui nous fait le grand plaisir d'être parmi nous ce soir. Je vais vous présenter notre intervenant, il se présentera aussi tout seul avant de démarrer l'échange et puis on laissera à la fin un temps assez long à l'échange avec vous. Donc je m'appelle Nicolas Froissart, c'est écrit sur l'écran, donc je suis vice-président du groupe SOS qui organise ces Up conférences qui ont lieu quasiment chaque semaine, ici à la Gaîté Lyrique et ailleurs. On remercie une nouvelle fois les équipes de la Gaîté Lyrique qui nous accueillent. On salue aussi les internautes qui sont devant leur écran, puisque grâce à la Gaîté Lyrique, cette Up conférence peut être suivie par tout le monde en direct, en streaming. Les Up conférences, vous le voyez, c'est 17 500 participants depuis quelques années maintenant, en essayant de bouger les lignes, en essayant de montrer, de mettre en avant des initiatives ou des intervenants qui ont une réflexion qui permet de développer une société plus apaisée, plus solidaire, des valeurs qui sont évidemment d'intérêt public particulièrement aujourd'hui. Un petit mot pour remercier évidemment les partenaires sans qui ces événements hebdomadaires n'existeraient pas: Accenture, Aviva, Crédit Coopératif, Danone Communities, Suez et la ville de Paris qui est un partenaire important puisque ces événements ont lieu souvent à Paris mais de plus en plus aussi en province, dans des grandes villes de nos régions. Et puis des partenaires médias. Vous pouvez vous inscrire sur le réseau social Up Campus, puisque les événements Up, c'est aussi un réseau social, ce qui permet d'être informé en premier des événements, et puis aussi de voir qui s'est inscrit à l'événement auquel on veut participer, de pouvoir aussi échanger en dehors de ces événements avec des acteurs du changement, et on est un petit peu plus de 12 000 aujourd'hui sur ce réseau social, donc n'hésitez pas à vous y rendre. On n'a pas le même volume que Facebook, mais on ne sait jamais. Peut-être que l'avenir des réseaux sociaux passe aussi par un modèle non lucratif, et c'est le cas pour Up Campus. Le groupe SOS, donc, qui organise ces événements avec les partenaires que je vous ai cités, un petit peu moins de 14 000 salariés aujourd'hui, 350 établissements qui inventent des dispositifs qui concilient efficacité économique et intérêt général. Comment on peut inventer l'hôpital de demain, la maison de retraite de demain, la crèche de demain, des structures qui vont rendre un service aux populations en faisant en sorte qu'y compris les plus vulnérables, les plus précaires, bénéficient de conditions exigeantes et d'un accueil performant et efficace. Voilà, c'est aujourd'hui le projet du groupe sur une série de dispositifs. Et avec aussi l'objectif un objectif de plaidoyer et de faire aussi évoluer l'opinion publique. Et ces événements comme ce soir ont cet objectif. Merci à la Gaîté Lyrique, je l'ai déjà dit. C'est à chaque fois un grand plaisir d'être ici. Mais le principe aussi des Up conférences, c'est d'être itinérant. Donc on change souvent de lieu dans les mairies d'arrondissement. On est souvent à la Bellevilloise et dans d'autres lieux. Donc n'hésitez pas à suivre l'actualité des Up conférences pour être au courant des sujets et des lieux. Vincent Cespedes, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. C'est un grand plaisir de vous avoir. Et alors on est le 7 janvier, c'est une date évidemment symbole et c'est d'autant plus peut-être intéressant de parler de ce sujet qu'on va aborder ce soir. Dans une situation comme en 2015 qui est extrêmement difficile, qu'on a connue et vécue avec difficulté collectivement ces derniers mois, on a aussi parlé ces dernières semaines beaucoup de la jeunesse, de la fameuse génération Bataclan, une génération dont on pourrait dire qu'elle est évoquée, dont on parle quand il y a un drame comme celui-ci, où de façon schématique, elle est désœuvrée,
Elle est en recherche de repères, elle est au chômage, elle est même parfois maintenant djihadiste, elle vote FN. On a l'impression d'avoir un discours assez caricatural. Peut-être qu'il faut remettre de la complexité là-dedans. Et donc c'est aussi parler des générations futures avec la COP21. On a l'impression qu'on en parle beaucoup de ces générations futures, de cette jeunesse, mais sans forcément beaucoup lui donner la parole, sans forcément beaucoup lui donner de pouvoir. Et vous avez beaucoup écrit, notamment récemment, sur ce sujet, avec un livre qui s'appelle « Oser la jeunesse », qui est sorti en mai dernier. Donc on va en parler de ce livre, qui est en vente d'ailleurs ici. Et on salue les éditions Rue de l'Échiquier qui nous font le plaisir d'être parmi nous, qui vous proposent donc différents ouvrages que vous pouvez vous procurer et qui partagent justement ces réflexions qui font bouger les lignes, et dont c'est la petite page librairie, le livre Up to You qui relate ces dernières années d'événements Up, donc les Up conférences, les Up cafés. Donc on est très fiers de ce livre. Peut-être que le prochain d'ailleurs parlera de Vincent Cespedes et de ses propos, mais vous pouvez retrouver tous les grands intervenants de ces dernières années dans ce livre, qui lui aussi a pour objectif de faire bouger les lignes. En tout cas, oser la jeunesse, c'est sans doute un défi à relever aujourd'hui, et il ne faut pas trop attendre. Donc on est très content de vous avoir parmi nous. Avant de rentrer un peu dans cet ouvrage, peut-être qu'on peut parler un petit peu de vous et de votre parcours. Vous êtes souvent dans les médias, même s'il y a malheureusement des philosophes qui sont plus médiatisés que vous. C'est un petit peu dommage, on ne va pas citer de nom, mais en tout cas votre pensée commence à être reprise aussi par les médias. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous intervenez aussi, vous pourrez peut-être nous le dire, en milieu hospitalier, en prison. Vous avez même créé le premier jeu philosophique au monde, si je ne me trompe pas, qui s'appelle le jeu du Phénix. Donc on voit bien que ces préoccupations philosophiques, la recherche de sens qu'on peut avoir tous les uns et les autres, et on voit à quel point elle est vitale aujourd'hui dans notre société, et à quel point elle fait défaut parfois. Comment ça vous est venu ? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur votre parcours et le lien justement avec cette production intellectuelle qui est la vôtre aujourd'hui ? Merci, en tout cas, merci. Ça va, on m'entend bien ? Oui ? Moyen ? Oui, voilà. Merci à tous, en tout cas, je suis ravi d'être là, et merci pour cette invitation avec une date symbolique. Mon parcours, bon, il est assez simple, il n'y a pas d'exploit. C'est compliqué. Pour moi, la philosophie est un acte de création. Comme on parle de création littéraire, c'est de la création intellectuelle. Donc voilà, je suis tombé dans la philosophie un peu jeune, parce que j'ai eu une époque déjà très sollicitante au niveau des idées. Je suis né après la comète 68, dans les années 70, où j'ai participé à pas mal de choses indépendamment de ma volonté. J'étais dans une école expérimentale où l'esprit de mai 68 soufflait. On tutoyait les profs et on organisait ensemble, dès le CP, on avait notre mot à dire démocratiquement sur la marche de l'école. C'était extraordinaire. Quelle école ? Parce qu'on va en l'école parler, Levaux, l'école Levaux à Bagnolet. Voilà, ça c'était au CP. Donc il y avait ce parfum de liberté, même à la télévision, les débats étaient très excitants, pas comme aujourd'hui. On parlait de choses qui faisaient mal, on en parlait avec une irrévérence totale, on s'en fichait complètement de l'étiquette. C'était une télé qui était totalement désembourgeoisée sur la forme. Sans langue de bois. Sans langue de bois, vraiment, et puis avec une envie de... C'est ça que je retiens de l'époque, l'envie de rendre les futurs citoyens créateurs. C'était un hymne à la création permanent. Je me souviens, on nous incitait à écrire de la poésie, on nous incitait, toutes nos fibres de petits êtres humains étaient sollicitées pour être créateurs. Créateur, tu dois devenir créateur, et même si tu fais un métier qui a peu de prestige social, tu dois être créateur quand même. C'était vraiment un hymne à la création. Donc dans ce sillon-là, incité par un père qui était très versé dans la psychanalyse en général et la compréhension du monde en particulier, par une mère qui était aussi dans un rapport artistique au monde, naturellement, voilà, je me suis dirigé vers l'art et vers la création.
Je voulais être réalisateur de films. C'est toujours un rêve très actif. Il fallait passer la FEMIS, il fallait un bac+2. Et je me retrouve au dernier, évidemment, je suis toujours au dernier moment que je m'inscris. Donc je m'inscris au dernier jour d'inscription à la Sorbonne, gère dans la place de la Sorbonne en disant je vais m'inscrire dans quoi, bac+2, j'étais prêt à tout. Et il n'y avait pas beaucoup de files d'attente dans la file philosophie. Voilà. Alors qu'en histoire, il y en avait plein. Et donc c'est le pur hasard, à la fois c'est le hasard et à la fois le hasard est une notion à interroger. Et je me retrouve inscrit en philosophie et très vite, je me retrouve totalement dans mon élément. Et après, très vite, j'ai compris comment la philosophie, dans son sens le plus plein et le plus authentique du terme, a totalement partie liée avec la création. Donc très vite, je vois qu'on peut créer avec la philosophie, c'est ça qui m'excite dans ce travail, ne pas ressasser le passé, ne pas être dans une histoire des idées anthropophages qui se mangent elles-mêmes, mais essayer d'inventer du nouveau à partir de la tradition. Vous disiez que la société, la télé, enfin, il y avait tous ces vecteurs, tous ces canaux incitaient à la création. Vous rappelez, vous parliez de votre école en CP, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous ont donné cette envie de créer L'époque était un hymne à la création, et plus profondément, dès qu'on avait, je dirais, des émotions, elles étaient survalorisées. Ça, c'était génial. C'est-à-dire que les idées étaient valorisées, mais les émotions, il fallait être à l'écoute des émotions des enfants et des jeunes. Il fallait vraiment les écouter. Même c'était trop, des fois c'était vraiment un maternage non-stop. Mais la maîtresse était à l'écoute de nos émotions. On était soi-même à l'écoute des émotions les uns des autres. Et l'émotionnel, avec des musiques, c'est quand même des années rock encore, hein, les années 70, il y a du rock, il y a des grands chanteurs français qui véhiculent de l'émotion. J'étais un fan de Brel, de Brassens, de Ferret. Il y a de l'émotion et de l'intelligence liées. Ce qui m'a toujours fasciné dans cette enfance des années 70, c'était comment l'émotion et l'intelligence allaient tout le temps ensemble. Alors, je parle de Brassens, Brel et Ferret, mais on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire comment on avance dans le terrain des idées, et voire dans le terrain même politique. Brel est un auteur aussi extrêmement politique. Ferret, n'en parlons pas. Brassens, n'en parlons pas. Comment la réflexion politique, la réflexion citoyenne, le rapport aux autres, le rapport aux cons, aux abrutis, le rapport aux gens géniaux, le rapport à l'amour, si conflictuel, si compliqué, comment tout ça, c'est tout le temps tissé d'émotions. Et ça, c'était magique. Donc on n'était pas du tout dans cette époque des années 85-90 où l'émotion devait être utilitariste et où, au bout du compte, c'était la gestion des émotions qui était valorisée. C'est notre époque actuelle. L'intelligence et l'émotionnel, vous faites des débats et vous plaidez pour l'émotion. On vous dit, mais ce n'est pas de la philosophie. La philosophie, c'est au contraire mettre de côté ses émotions. Et donc, c'est finalement aller à l'encontre de Descartes, aller à l'encontre des plus grands philosophes du passé. Tous les philosophes ont... Je me rappelle d'une lettre de Descartes au marquis de Newcastle qui écrit, parce qu'on lui reproche un peu son système cartésien, il dit mais moi je ne veux pas mettre les émotions en mathématiques. Le but de ma philosophie, c'est de valoriser les émotions. Pour moi, j'y vois toute la saveur de la vie, toute la saveur de la vie. Et donc, quand on dit un esprit cartésien, on oublie le Descartes essentiel des passions de l'âme. On oublie que Descartes, c'est peut-être le premier qui va aborder les émotions et la passion, non pas d'un point de vue moraliste, mais d'un point de vue psychologue, on va dire, physiologiste même. On n'a pas que de l'amour et ça se voit un peu dans les différents champs que vous avez, sur lesquels vous avez travaillé. La télé-réalité, les violences urbaines, l'école dans ce qu'elle peut avoir de négatif parfois, mais on y reviendra aussi tout à l'heure. La politique, la crise de la masculinité, Internet, le monde du travail. Du coup, on peut dire que vous êtes aussi curieux quand même, puisque ça fait beaucoup de champs. Qu'est-ce qui fait que qu'il y a cette diversité dans ces champs sur lesquels vous travaillez? Là, on est vraiment dans ma tambouille interne, dans ma cuisine interne. D'abord, moi, j'écris par passion, donc je ne veux pas me répéter. Et je vois un peu... Vous savez, j'ai une vision très, très martiale, au niveau de l'art martial, de la philosophie et de l'arène philosophique. Et je suis un peu comme... je ne sais plus son nom, le boxeur dans Rocky III, le noir, qui observe. J'adorais ce film. Et il observe. D'abord, il observe. Et j'adorais ce regard qu'il avait. Alors, on l'a qualifié d'œil du tigre dans ce film. Je ne prétends pas avoir l'œil du tigre, pas du tout. Mais en tout cas, je le trouvais très philosophe sur son siège, à regarder les matchs de Rocky. C'était le seul qui ne s'enflammait pas. Et il observait. Et on se disait, mais évidemment, il va gagner. En tout cas, il va gagner le premier match. Parce qu'il n'est pas dans la grandiloquence et dans l'enflure de l'ego, mais il est dans l'observation à trouver les failles. En l'occurrence, c'est du combat, donc trouver les failles. Mais ce calme et cette patience faisait qu'il avait effectivement une attitude qui, moi, me séduisait. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'observe
ce qui se passe dans le débat intellectuel. J'ai été éditeur, j'ai publié une vingtaine d'ouvrages, j'ai été en prise avec la philosophie telle qu'elle se développe en université, dans l'université française, donc je connais ce monde, et j'observe et je vois qu'en fait, il y a deux périls que rencontrent les intellectuels. Le premier, c'est le tarissement de leurs sources créatives. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont des idées géniales, et puis après, ils répètent leurs idées. Et ça, c'est un drame pour moi. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps aller plus loin, changer de terrain de jeu, ne pas s'enfermer dans des dogmes. Soi-même, on peut secréter des dogmes nouveaux qui sont libérateurs lorsqu'ils sont nouveaux, lorsqu'ils sont dans leur pleine émergence. Mais à un moment, cette nouveauté, elle se sclérose aussi. Et si on répète le dogme d'un livre à l'autre, on risque de perdre ce flux créatif. Et la deuxième péril, c'est de se couper de la société et des enjeux de la société. On peut écrire des livres sur des objets ésotériques, mais à un moment, il faut qu'on puisse répondre aux questions du temps. Et tous les philosophes l'ont fait. Quand on observe avec l'œil du tigre les philosophes du passé, on voit qu'ils avaient toujours un œil rivé et même une implication politique dans leur société. Socrate n'est pas mort condamné par Athènes pour rien, c'est qu'il disait des choses qui avaient un impact sur sa société. Platon frayait avec un tyran. Tous ont eu un rapport étroit avec leur époque. Donc l'idée d'une philosophie éthérée, déconnectée des enjeux contemporains, est une idée en fait dépolitisante. Et c'est très dangereux, parce que si on a des intellectuels déconnectés de la société, on rejoint la classe politique que l'on juge déconnectée aussi, et finalement on empêche aux personnes qui peuvent aborder nos idées de trouver des nouvelles façons de se connecter. C'est comme ça que je vois un peu le rôle de l'intellectuel, trouver des nouveaux angles d'attaque pour prendre sa part dans le réel et dans l'avenir. Qu'est-ce qui fait que les philosophes comme vous, enfin vous l'êtes de plus en plus, mais peut-être pas encore assez, sont finalement pas assez médiatisés. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y en a 1, 2, 3 dont on n'en peut plus d'ailleurs de les voir. Onfray, BHL. Enfin, là aussi, est-ce que c'est pas la limite un peu de notre système aujourd'hui médiatique? Enfin, vous n'avez pas assez l'œil du tigre justement les autres? Non, mais moi, d'abord la médiatisation, c'est pas du tout le but de ma vie. C'est comme ça qu'on fait aussi évoluer les choses. Non, aujourd'hui avec Internet, si on a des idées nouvelles, elles sont sues. Je vais pas me plaindre. D'abord, je trouve que je suis bien médiatisé. Je fais des télés régulièrement. C'est toujours une plaie de faire des télés. Je sais que comme il faut sourire à la télé, on a l'impression qu'on jubile, mais c'est toujours un métier. C'est fatigant. Résumer des livres en 2 phrases, c'est toujours pénible. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se plaindre. N'importe qui ouvre un blog. Et d'ailleurs, j'adore lire les blogs de jeunes de 25 ans qui font de la philosophie avec leurs problématiques de jeunes. C'est extrêmement enrichissant, beaucoup plus que certains traités théoriques. Donc non, aujourd'hui... Du coup, vous avez l'impression que votre pensée est suffisamment entendue aujourd'hui? Mon but n'est pas ma pensée. J'ai pas du tout cette vision... c'est pas une marque. Je vends pas de marque. C'est pas comme ça que je réfléchis. Pour moi, mon but est d'inspirer des gens modestement en leur parlant de mon bordel personnel, énorme, que j'essaye d'ailleurs d'augmenter et d'aggraver. Le but, c'est quand même de se rendre malade de son époque. Donc j'essaye de consommer les poisons de l'époque. Puis après, je trouve comment essayer de me guérir. Alors c'est des fois de la pharmacopée très poétique et très déconnectée. Des fois, c'est vraiment une guérison très pratique et très pointilleuse. Et je me dis que si je surmonte mes propres blessures, mes propres failles, mes propres... doutes, il y en aura qui vont se reconnaître dans ces doutes et dans ces failles parce qu'on n'est pas unique dans nos douleurs et donc ils vont pouvoir s'inspirer de ça. Donc c'est un peu ça le but du jeu, mais je ne me vends pas comme une marque et d'ailleurs je crois que l'ennemi aujourd'hui à abattre, si on veut chercher un ennemi vraiment, on va parler de néo-résistance après, mais il y a un immense ennemi parce que c'est le pire, parce qu'il est intérieur, il n'est pas intérieur au pays, il est intérieur dans nos consciences à nous, c'est le self-branding. Le self-branding, l'idée qu'on ait des marques et qu'il faut se vendre, qui est extrêmement réputée dans l'entreprise. Je faisais des forums en entreprise et vous avez donc une dizaine de thèmes dans les forums. Et le forum qui a le plus de succès, là où il y a la queue et tout le monde attend pour faire le petit atelier, etc., c'est le comment se vendre soi-même. C'est le forum qui remporte le plus de succès aujourd'hui. Le self-branding, c'est pas simplement apprendre à faire un CV et à parler en public, etc. Le self-branding, c'est l'idée de considérer sa vie comme une œuvre qui s'écrit. Facebook nous invite à ça. Le commentaire auto-centré de la vie fonctionne là-dessus. Et l'idée que si je parle, c'est comme un représentant de marque. Et on est tous des représentants de notre nombril. La mode du selfie, certains y voient d'ailleurs une résonance à ça. C'est-à-dire l'idée que quoi que je fasse, le but de la vie
et d'avoir des likes et d'avoir une promotion de moi-même. Mais ça, c'est l'ennemi à abattre. On veut du nous, on veut du collectif. C'est l'opposé du self-branding. Et donc, il faut qu'on tue. Et cet ennemi, c'est un réflexe qu'on a tous, et je l'ai aussi. C'est un réflexe à tuer en soi. Le but du jeu n'est pas de se vendre soi-même, sinon c'est la victoire des marchands sur nos consciences. Et les marchands sont plutôt dans le camp des ennemis, en tout cas les marchands cyniques qui vont détruire les valeurs et faire semblant d'être créatifs pour finalement nous vendre leurs produits, sont plus dans le camp de ce qu'il faut, en tout cas, combattre intellectuellement, que dans le camp de nos alliés. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez faire la promotion du nous sur Twitter avec le hashtag UpConf, mais sans faire de self-branding, s'il vous plaît, UpConf. Parce qu'il faut aussi partager ce qu'on se dit et pour faire avancer les choses et mettre un peu de bordel dans la tête aussi de ceux qui ne sont pas là. Pour faire la transition peut-être avec Oser la jeunesse, votre livre, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je crois, mais il me semble que vous avez enseigné en ZEP. Est-ce qu'il y a un lien entre cet enseignement en ZEP et puis ce livre? Et surtout, peut-être, qu'est-ce que vous gardez de ces années? J'ai enseigné en ZEP. Moi, j'ai voulu être professeur pour enseigner en ZEP. Voilà. Donc pour enseigner, en ZEP, c'était zone sensible ZEP à l'époque, mais c'est une demande active. Je voulais avoir affaire à une jeunesse qui était un peu délaissée au niveau des voies élitistes, et puis du prestige des grandes écoles, etc. Moi-même, je suis né à Aubervilliers, j'ai été grandi dans le 93 et j'ai toujours eu des amis. Donc, c'était pas du tout découvrir une jeunesse que je ne connaissais pas. Mes amis, la moitié de mes amis venaient de quartiers dits sensibles. Mais j'avais envie de trouver des façons d'enseigner un peu la philosophie alternative. Et je trouvais que c'était là qu'on allait avoir une marge de liberté, tout simplement parce que je pensais que les parents allaient être plus cool. Parce que si vous commencez à faire des cours de kung-fu le soir à des jeunes, je pense que dans les lycées UP, etc., c'est pris avec désinvolture, rigolade, vous êtes un rigolo. Alors que là, j'ai fait ça, donc moi je suis allé là, mais je donnais des cours de kung-fu. Je me rappelle, j'avais 50 élèves. À l'époque, j'étais un autre homme et j'étais surentraîné. Et on m'appelait Bruce Lee dans les couloirs. Enfin, je pouvais donner des coups de pied qui s'arrêtaient à 2 cm aux élèves pour rire. Enfin, j'étais complètement fou, en fait, intenable. Et je voulais voir si cette folie pouvait être partagée. Et elle a pu l'être. Et ce qui m'amusait, c'était le soir faire des cours donc, de kung-fu à 50 élèves. J'étais seul à gérer. Ils me donnaient la clé du gymnase. Et j'avais donc des mecs qui faisaient deux fois ma taille et qui étaient ultra rodés aux arts martiaux. Et c'était un plaisir. Je les prenais en combat. Dès le deuxième cours, on faisait des combats. Et donc, c'était passionnant. Pour moi, j'ai vécu ça comme une sorte de laboratoire expérimental de la philosophie alliée au corps. Parce qu'un de mes grands combats dans la philosophie, c'est de réhabiliter le corps. De réhabiliter l'émotion, mais réhabiliter donc le corps. Et cette res extensa, comme l'appelle Descartes, la chose étendue, qu'il opposait dans son dualisme qu'on connaît à la res cogitans, la chose pensée. Le problème de Descartes, je parle de Descartes en ce moment, j'écris là-dessus, le problème de Descartes, c'est comment unifier le corps et l'esprit, comment trouver le lien entre la res cogitans et la res extensa. Eh bien, je trouvais que le lien, on l'avait dans l'art martial. L'art martial, c'est ce qui permet d'être dans une attitude, et donc dans une réflexion sur la vie, sur l'autre, sur l'adversaire, sur soi, sur le monde, dans une respiration sur l'autre, et à la fois de pouvoir être dans ce corps qui est de l'ordre du réflexe, qui est de l'ordre de la spontanéité. Et j'ai conceptualisé ça sous le nom de attitude-aptitude. C'est-à-dire qu'on est dans une attitude qui est une aptitude. L'attitude elle-même est une aptitude. L'œil du tigre, c'est exactement ça. Et donc pour moi, c'était une expérimentation sociologico-martialo-philosophico-pédagogique. Et j'en ai tiré énormément de choses, dont mon premier livre, I Love You, sur la télé-réalité, où j'ai pu interroger les jeunes, mes élèves là-dessus. Mais aussi mon deuxième livre sur les violences urbaines, où j'ai pu essayer d'avoir un angle tout à fait neuf, en montrant que les violences urbaines, c'est un des dispositifs absolument essentiels de l'extension du capitalisme et de la justice pessimiste. Ce que j'appelle justice pessimiste, c'est l'idée que l'homme est dans le camp du mal et qu'il faut d'abord punir et ensuite réfléchir. Et je voyais les violences urbaines comme un dispositif médiatique absolument essentiel pour continuer de faire peur à l'ensemble de la population, comme un peu les chômeurs font peur à l'ensemble des salariés et permettent tous les chantages infernaux qu'on connaît.
Peut-être qu'on pourra finir par une petite initiation au Kung-Fu, s'il nous reste un peu de temps. Avant ça, peut-être nous dire pourquoi justement ce livre, en lien avec ce que vous venez de nous dire, et oui, le pourquoi de cet ouvrage, donc, qui, je le rappelle, s'appelle « Oser la jeunesse ». Alors, c'est mon 15e ouvrage et c'est le résumé de mes 15 autres livres, finalement, quand je réfléchis. J'ai voulu, à la suite du 7, parce que c'est ce qui a vraiment déclenché une écriture du livre, c'est les drames qu'on a vécus en début d'année dernière. J'ai voulu essayer de synthétiser, et c'est un peu un au revoir, quelque part pour moi, à une partie de, je le dis sans être pompeux, mais c'est dur, de mon œuvre. C'est-à-dire que maintenant, je vais investir d'autres champs. Donc c'est un au revoir. C'est un au revoir. Donc, comment résumer les choses ? Oser la jeunesse, c'est ce qu'on n'a pas fait pendant 20 ans. C'est ce qu'on n'a pas fait contrairement aux années 70 dont je parlais tout à l'heure, où là on osait complètement la jeunesse. Et ça va avec le développement des MJC, ça va avec le développement de la jonction entre des artistes et des jeunes, ça va avec l'idée qu'il faut circuler à travers tous les corps sociaux, l'idée de mixité sociale. Tout ça, ça a été mis à la trappe. Et ça fait pas mal d'années qu'on déplore que l'ascenseur social est bloqué, en panne, voire il régresse. Et on déplore aussi, finalement, qu'on a une démocratie de façade, une république qui se sclérose dans ses valeurs, mais que ces valeurs ne sont plus vivantes. Pourquoi elles ne sont plus vivantes, ces valeurs ? Pourquoi, lorsqu'on disait, il y a un an, parce que maintenant j'espère qu'elles sont quand même un peu plus actives, mais il y a un an et demi, pourquoi lorsqu'on disait république, égalité, fraternité, pourquoi ça ne sonnait pas comme des impératifs à l'héroïsme citoyen ? Pourquoi ça ne sonnait pas comme des immenses batailles qu'il faut continuer de mener ? Précisément parce qu'elles ne sont portées que par pur produit de self-branding républicain. C'est la République qui fait son self-branding. Et je critique le self-branding individuel. Ça se traduit comment, ça ? Ça se traduit par des formules qui sont répétées de gouvernement à gouvernement, d'homme politique à homme politique, et qui sont absolument pas traduites en actes citoyens. L'égalité, dites-moi les grandes mesures sur l'égalité qui ont été prises ces dernières années. Dites-moi les grandes mesures sur la fraternité. Qu'est-ce qu'on a fait ces 20 dernières années sur la fraternité ? On a une ghettoisation sociale qui a augmenté, on a des jeunes qui sont précarisés, on a des jeunes qui sont stigmatisés depuis 20 ans. Ils sont stigmatisés, les jeunes qui ne sont pas blancs, parce que c'est les non-blancs, il faut les appeler comme ça maintenant. C'est parce que le problème, il est là. Apparemment, le problème, il est là. Donc, le problème, non pas de non-blanc, le problème, c'est cette discrimination qui fait une différence entre Français blancs et Français non-blancs. Et à ça, on répond que par des éléments de discours, c'est et ça ? On les répond par des éléments de discours, en se flagornant et en faisant des rodomontades républicaines, etc., alors qu'il n'y a pas d'efficacité. Et c'est pour ça qu'on est nous-mêmes dans la crise et la désespérance. Donc, ce que je veux pointer, je vais résumer très simplement, c'est pas que nous sommes dans une crise économique ou une crise de sens parce que finalement le monde devient de plus en plus complexe. C'est ce qu'on nous vend comme discours. Le monde devient très complexe, l'information est généralisée, on ne sait plus finalement quoi faire pour trouver du sens. Le vrai problème et l'origine de la crise... C'est quand même un peu vrai aussi. C'est un peu vrai, mais je pense que l'origine en amont de la crise, et donc la solution, c'est qu'on s'est coupé de la jeunesse. Et donc, on se sclérose. Si on se coupe de la jeunesse, si vous vous coupez de votre jeunesse à vous et de la jeunesse, on devient vieux, on devient sclérosé, on devient sénile, on ne fait que rabâcher des formules qui se vident de leur sens. Une société qui se coupe de sa jeunesse est une société en plein déclin, qui n'arrive plus à régénérer ses grandes valeurs et ses grands combats avec le sang neuf et la vision neuve et l'autocritique possible neuve. Parce que ce qui fait qu'une valeur n'est pas sclérosée, ce qui fait qu'on peut parler de liberté véritablement ou de fraternité véritablement, c'est parce que des jeunes réutilisent ces mots et leur donnent un souffle nouveau, une vie nouvelle, une puissance résurrectionnelle. Et à force finalement de cantonner la jeunesse dans la seule case visible qui est la case télé-réalité, parce qu'aujourd'hui les jeunes à la télé, ils n'ont qu'une seule case, c'est la case télé-réalité. Vous ne les voyez pas danser dans l'air, les jeunes de moins de 30 ans. Vous ne les voyez pas, vous les voyez nulle part. Soit ce sont des comédiens qui disent leurs propos de comédiens, mais qui sont déjà favorisés, et qui sont déjà dans une logique qui n'est pas la logique quotidienne des jeunes, soit ils ont cassé des voitures, et là on tend un micro à un rappeur pour qu'il nous dise « parle-nous de tes copains ». C'est ça les jeunes. On a vu une explosion de jeunes à la télé en 2005, suite aux émeutes, où on tendait des micros à des rappeurs qui disaient « je vais vous parler de mes copains » et des gars qui se lèvent à l'usine, qui se lèvent pour aller à l'usine à 7h du mat'. Donc on s'est totalement coupé de notre jeunesse, et si nous n'osons pas la jeunesse, nous ne sortirons pas de cette crise. La solution de sortie de crise, crise de sens et crise de passion,
c'est une connexion viscérale à la jeunesse, en nous et autour de nous. Alors on dit souvent que justement les jeunes sont exclus du pouvoir en politique et en entreprise. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça vient du même mécanisme ou est-ce que c'est différent selon ces deux univers qui évidemment sont importants, la politique pour faire avancer les choses dans notre société et l'entreprise, quand on a la chance de faire partie d'une entreprise, pouvoir y évoluer Mais évidemment, c'est la même chose et vraiment, ce qui est génial dans ces sujets, finalement, c'est facile. C'est comme le sujet sur la masculinité, où je critique évidemment le communautarisme masculin. Et j'appelle ça le communautarisme, parce que c'est politique. Ce n'est pas une question de biologie, de culture, c'est politique. Les hommes s'organisent entre eux pour exclure les femmes. Voilà. Et c'est très... Ce qui est génial avec ces sujets, c'est qu'il suffit de voir les chiffres des sociologues pour avoir raison. Donc du coup, le côté polémique, on l'a plus, ou alors vraiment il faut faire du Zemmour, c'est-à-dire inventer les chiffres, pondre des inepties en direct avec un ton en frappant du poing sur la table. Mais les chiffres parlent pour nous. La précarisation de la jeunesse, n'importe quelle étude sociologique nous montre des chiffres, mais accablants. Donc on ne peut plus dire non, c'est faux. Et donc c'est intéressant d'utiliser pour moi la sociologie comme ça, parce que les études sociologiques qui sont sérieuses, qui sont scientifiquement validées, nous apportent le point de départ de la réflexion. On n'a plus à faire ce travail-là. Le point de départ, c'est que la jeunesse est précarisée en France, c'est qu'elle est invisibilisée, c'est qu'elle continue d'avoir espoir, elle continue de vouloir s'engager, elle critique énormément l'école, 9 jeunes sur 10 disent qu'il n'y a pas du tout d'éducation à la citoyenneté à l'école, 9 jeunes sur 10. c'est eux qui le disent. Ils le disent. Et elle continue de croire que la solidarité familiale, c'est essentiel. Les jeunes ne sont pas contre les parents. Ils se disent, heureusement que j'ai papa-maman, ou en tout cas les parents, parce que sinon ce serait mais vraiment l'horreur. Et donc on voit qu'il y a des solidarités intergénérationnelles qui se nouent. Ces chiffres sociologiques-là, c'est le point de départ. Et c'est pareil pour l'homme et la femme. Les chiffres des salaires, la différence des salaires, de l'exclusion, un chiffre incroyable, que 92% des œuvres d'art contemporain, ce sont des hommes qui les ont fabriquées. 92% de l'art contemporain. Les femmes sont artistes aujourd'hui. Et donc c'est intéressant parce que c'est le point de départ. Et donc le pari de faire de la philosophie aujourd'hui, c'est presque un point de vue méthodologique. C'est qu'on doit partir de la sociologie et aller plus loin. On ne peut pas normalement aller plus loin, la sociologie. Et donc pour aller plus loin, il faut inventer, et on renoue avec la créativité, il faut imaginer, il faut faire un peu d'utopie, il faut dire, tiens, là je vais délirer. On a le droit de délirer le monde en philosophie au XXIe siècle, je crois. Et les philosophes ne seront pas gênés. Platon allait carrément faire des allégories entières et des mythes. Et donc, il faut délirer le monde à partir de la sociologie et des données scientifiques. Ça, c'est très important. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que par exemple, tous les grands-parents aiment leurs petits-enfants. Donc qu'est-ce qui fait qu'au niveau sociétal, les aînés qui ont le pouvoir n'arrivent pas à faire que les choses changent et à donner plus de place, à faire en sorte qu'on s'intéresse vraiment. En plus, c'était l'engagement quand même de Hollande pendant la campagne. Oui. Donc qu'est-ce qui fait que ça se traduit pas et que ça ne devient pas plus concret? Alors, c'est une très bonne question. Trois points. Le premier, il est simple, c'est qu'on veut que la jeunesse prenne le pouvoir que si elle peut être redevable de nous-mêmes. C'est encore du self-branding. C'est-à-dire que si le petit jeune que j'aide me dit « Toi, t'es formidable, je vais te tweeter, je vais te liker, je vais faire de la pub à ton entreprise et je vais dire j'ai un papa formidable », ça marche, on veut cette jeunesse-là. Donc là, il faut évidemment voir qu'on veut certes aider notre jeunesse à nous, d'abord nos enfants, enfin moi je ne suis pas dans cette logique-là, mais il y a cette idée de jeunesse de proximité et même de filiation. Et on aide les fils d'eux, l'explosion de fils d'eux, certainement pas au sport, mais en tout cas dans les métiers où on peut être fils d'eux, c'est-à-dire dans les métiers où il faut être un peu mis en avant, il faut du réseau, eh bien ça joue avec ça. C'est-à-dire que j'aime les jeunes, j'aime mes enfants. Ça c'est vraiment la première chose à critiquer. Et il y a des moyens de critiquer violemment ça. Je suis pour une violence pacifiste, mais on peut être violent et pacifique. C'est très important. La violence d'une idée est beaucoup plus forte que la violence des armes et la violence des menaces. Et il faut être violent. Aujourd'hui, on souffre d'une absence de... Ça sonne. On souffre aujourd'hui d'une absence de radicalité. Et les jeunes ont soif d'une forme de radicalité dans la critique. Le deuxième point, c'est que la jeunesse nous critique. La jeunesse, elle est contente du monde qu'on lui laisse et puis elle n'est pas contente. Il y a des choses elle aime, elle prend. Il y a des choses elle n'aime pas, elle ne veut pas prendre. Et ça, on ne supporte pas dans une époque. Il faut le concevoir, parce que dans les années 70, être critiqué par des jeunes, c'était presque un gage de santé pour l'adulte, enfin le plus de 30 ans.
Que le fils se révolte, à la rigueur, ça veut dire que je suis un bon parent. C'était normal. Voilà, c'est normal. Ou que dans la classe, on n'est pas d'accord, monsieur, on a discuté entre nous et on veut faire ça. C'est un signe de progrès scolaire, un signe de progrès pédagogique. Aujourd'hui, on ne supporte plus ça. Il y a une sorte d'hypersensibilité à la critique lorsqu'elle vient des jeunes qui n'ont pas bien appris leur leçons, des jeunes qui sont ingrats, soi-disant avec des guillemets, et des jeunes finalement qui osent nous critiquer alors qu'ils n'ont pas ingurgité tout ce qu'ils auraient dû ingurgiter pour avoir le droit et l'honneur de pouvoir nous critiquer. Évidemment, ce n'est pas comme ça que ça marche. Les jeunes sont jeunes parce que, évidemment, ils ont un sens de la justice extrêmement aigu, une sensibilité très fine, et lorsqu'il y a des injustices, y compris dans notre propre système de représentation ou d'éducation, ce sont les premiers à les pointer, et ça nous fout les boules, et on ne veut pas, on ne supporte pas. Et donc, il faut pouvoir accepter cette critique des jeunes. Et le troisième point, fondamental, c'est qu'on a oublié une chose importante. On a oublié une chose importante, c'est que les jeunes sont intelligents. Ils peuvent être plus intelligents que beaucoup d'aînés. Ils sont lumineux. Quand vous interrogez des jeunes de 15 ans, de 20 ans sur les attentats de Charlie Hebdo, à ma connaissance, dans le PAF, il n'y a que France 4 qui se livre à ça, dans une émission qui s'appelle, je crois, T'as tout compris, enfin c'est France 4. Mais lorsque vous interrogez des jeunes adolescents, des jeunes de 20 ans sur le monde, ils ont des choses extrêmement intéressantes à dire. Ça s'explique, hein. Premièrement parce qu'ils doutent d'eux-mêmes, donc ils vérifient beaucoup les infos. En général, ils disent beaucoup moins de bêtises, parce qu'ils ont vérifié sur Internet, etc. Ensuite, ils sont connectés à tous les systèmes émergents, tout ce qui est nouveau les fascine, et donc ils sont au courant de tout. Ensuite, il y a l'idée qu'ils ne font pas attention à la forme, et donc la bienséance dans le débat n'existe pas, et du coup ça libère la créativité et ça clash. Et ce que j'appelle le clash, j'en fais un principe philosophique du clash dans un livre que j'ai écrit sur mai 68, je parle du clash désobéissant. Ce clash-là, vous savez, le clash c'est intéressant, le clash c'est lorsque deux cymbales se cognent l'une contre l'autre et ça émet un son. Eh bien, n'oublions pas une chose, c'est que lorsqu'une cymbale frappe une cymbale, les deux vibrent. Donc lorsque je clash quelqu'un, je vibre aussi du clash que je lui fais. On n'est pas dans le clash, je dirais, unilatéral, où la critique que je porte à l'autre est là pour le détruire, et moi, j'en sors glorifié. On est dans une critique que je te porte, mais qui m'oblige à m'autocritiquer aussi dans ma critique même. Et donc, c'est un principe philosophique extraordinaire, c'est une nouvelle dialectique que j'essaie de mettre en place, cette dialectique du clash. Je n'ai pas trouvé mieux que ce mot. Et je pense que les jeunes, le clash, on a oublié ce que c'était. De pouvoir être clashé par un petit jeune comme Balavoine avec Mitterrand, de pouvoir être remis en question brutalement, avec irrévérence, etc., avec quelqu'un qui ne dit pas de bêtises, mais qui dit des choses super pertinentes. Les profs l'expérimentent tous les jours en classe, mais on a censuré ça. Et cette capacité d'être intelligent et d'être super critique et malin dans la critique, notre société est devenue extrêmement frileuse et tatillonne à cet endroit-là. Donc on lui dit, société, ne t'inquiète pas, on ne te montre pas des jeunes. Si, on te montre des jeunes de la télé-réalité. Des jeunes qui se clashent entre eux, mais qui ne sont pas capables de clasher la production. La télé-réalité, c'est le spectacle de jeunes qui ne sont plus capables de dire votre règle, elle est débile, votre jeu, il est débile, et votre animateur, il va passer dans la piscine, voilà, on va lui faire la misère. Ça, c'est interdit maintenant dans les règles même de l'entrée dans la télé-réalité, alors qu'au début, rappelez-vous, Castaldi a fini dans la piscine, insulté par les jeunes lofters qui disaient « tu nous gonfles, mon vieux, dégage ». Quoi. Donc là, je plaisante avec de l'anecdotique, mais le clash, ça peut donner ce que ça a donné en Tunisie, le dégage Ben Ali, ce mot-là, extrêmement pertinent, ce mot de ralliement venait des jeunes et on sait qu'ils ont utilisé Facebook et Twitter avec une irrévérence et une intelligence hors du commun. Alors c'est pour ça que je m'agitais un peu, je trouvais que c'était le bon moment de faire apparaître ce slide pour aussi se projeter un peu et se dire comment on peut faire évoluer les choses et les relations entre les anciens et les plus jeunes. Alors, j'espère que... Non, je crois que ça va être dur à lire, mais je l'ai mis sur mon Twitter. Vous pouvez regarder sur mon Twitter, il est là aussi. Alors, c'est le troisième partie de mon livre, Oser la jeunesse, où j'analyse 6 liens intergénérationnels. C'est-à-dire, le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, c'est d'inventer un nouveau pacte intergénérationnel à l'heure d'Internet, c'est-à-dire à l'heure où des jeunes peuvent en savoir plus que des plus âgés. C'est ça, l'heure d'Internet. Et en général, même peuvent leur faire la leçon sur pas mal de domaines. À l'heure d'Internet, c'est-à-dire à des jeunes qui sont connectés au monde entier, donc qui n'ont pas une vision gallo-centrée des choses, mais qui peuvent avoir une vision et une sensibilité internationale. Et à l'heure d'Internet, c'est aussi
à l'heure où on a appris que les réponses elles-mêmes doivent être interrogées. Parce que les jeunes, plus ils pratiquent Internet, plus ils comprennent qu'ils ne doivent pas se fier aux réponses qui sont données, mais ils doivent avoir plusieurs réponses, les évaluer entre elles et essayer de questionner les réponses elles-mêmes. Et ça, c'est un acte de philosophie pure. Voilà pourquoi je dis dans mon livre qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, la philosophie est l'affaire des jeunes et non pas l'affaire des aînés. Il faut que les jeunes deviennent philosophes, qu'ils questionnent les questions, qu'ils questionnent les réponses. Il faut leur donner l'acte de philosopher, certainement pas le contenu, mais l'acte de philosopher le plus tôt possible pour qu'ils puissent apprendre avec Internet. Alors je trouve ces liens intergénérationnels, ils viennent de tous les travaux que j'ai entrepris. J'ai créé une société qui s'appelle Matkaline, où on en propose à des jeunes, alors c'est de tout milieu, des jeunes déscolarisés, des jeunes plutôt de milieux protégés. On propose des ateliers sur les valeurs et on a pu amasser pas mal de choses et on a pu distinguer finalement les 6 pactes intergénérationnels qu'on pourrait créer aujourd'hui. Le lien de transmission. Les jeunes ont quelque chose à donner aux aînés qu'ils n'ont pas. Qu'ils veulent, éperdument, c'est le talent. Les jeunes d'aujourd'hui sont extrêmement talentueux et ce talent-là, ils peuvent en faire l'aliment des aînés. Et en échange, les aînés donnent de l'initiation, c'est-à-dire non pas du contenu pédagogique qui se trouve sur Internet aujourd'hui, mais de l'initiation inscrite dans le corps. C'est-à-dire non seulement je vais t'apprendre des choses, mais je vais t'initier sur comment toi tu vas pouvoir les apprendre. Il est urgent aujourd'hui que les jeunes apprennent à apprendre. Et les aînés peuvent vraiment les aider là-dessus. C'est ce que j'appelle l'initiation. Le deuxième lien intergénérationnel, le lien d'engagement. Alors, dans le lien d'engagement, et ça touche la politique extrêmement intensément, les jeunes donnent leur sentiment de justice aux aînés. Parce que vous savez, plus on vieillit, plus on fait des compromis avec la justice. Et les révoltés qu'on était à l'âge de 20 ans, finalement, se sont assagis, se sont endormis. Et c'est très dur de garder sa radicalité de jeune, une radicalité un peu anarchiste comme ça, qui est un peu vent debout contre tout et qui s'insurge avec violence contre les injustices lorsqu'on a 60 ans ou 50 ans, ou alors qu'on est endetté, qu'on a un train-train obligatoire, c'est dur. Et les jeunes peuvent nous redonner cette vivacité du combat pour les injustices. En échange, nous devons les nourrir en courage. Nous devons les supporter dans tous les sens du terme, mais les supporter aussi comme supporters et leur donner cette possibilité de s'élever à chaque fois face au péril. Nous pouvons incarner nous, plus de 40 ans, on va dire, plus de 30 ans, nous pouvons incarner ceux qui ont eu beaucoup de périls, beaucoup d'obstacles, qui sont tombés plein de fois, mais qui ont pu se relever. Et ça, ces jeunes ont besoin de leçons comme ça. Tu ne vas pas mourir de ton chagrin d'amour. Tu ne vas pas mourir de ces injustices-là, tu vas les combattre. Et les échecs que tu vas vivre, ça peut être une chance pour toi. Regarde, j'en ai vécu et je suis toujours là à pouvoir te parler. Et donc ça, c'est le courage, lien d'engagement. Après, il y a le lien que j'appelle le lien d'innovation, le lien de dépassement. Les jeunes innovent, les jeunes n'arrêtent pas d'inventer à l'heure d'Internet, leur créativité est décuplée dans tous les domaines et des jeunes qui ne connaissent rien à la médecine peuvent inventer des choses qui vont aider les médecins aujourd'hui. On a vu ça simplement avec des jeunes qui, à 15 ans, surfaient sur Wikipédia et des sites spécialisés. Donc, on est dans une révolution anthropologique extrême et l'innovation ne pourra aller qu'en se connectant à cette jeunesse-là. Et en échange, les aînés vont donner ce que j'appelle la puissance. Alors, c'est le mot délicat du tableau. Ce n'est pas du pouvoir, c'est de la puissance. C'est un mélange de charisme. Je parlais d'attitude, aptitude et je parlais d'œil du tigre. Je crois qu'on doit donner un certain charisme aux jeunes. Pas le charisme du gourou qui va subjuguer et qui va finalement aliéner, mais le charisme de personnes qui ont eu de la patine humaine, qui ont traversé la vie, et les jeunes sont très sensibles à ça, et qui ne commencent pas leur phrase en disant « croisant mon expérience », mais qui expriment par leur vécu une certaine forme de sagesse, une certaine forme de calme et de relativisation des écueils qu'ils ont rencontrés. Donc la puissance, c'est un mélange de charisme et, je dirais, d'engagement. C'est la possibilité de guider un peu les innovations des jeunes. Ça ne sert à rien d'innover si on ne va pas dans une direction. Et je pense que les aînés ont un rôle de visionnaire à avoir pour ordonner ces innovations et inciter les jeunes à innover dans un sens plutôt qu'un autre. Notamment, on parlait d'innovation sociale. Vous parlerez bientôt avec Navi Raju d'innovation frugale. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à orienter dans la créativité débordante des jeunes. Le lien d'humanité, là on touche vraiment la philosophie pour moi.
Les jeunes apportent des questions. Évidemment, les jeunes posent des questions parfois naïves, parfois extrêmement pertinentes. Ce sont, lorsqu'ils sont en dessous de 18 ans, des machines à poser des questions qui sont bien fastidieuses parfois. Mais on a besoin des questions de ces jeunes. Et la simple question, c'est le monde que je t'ai laissé, est-ce que tu l'aimes et qu'est-ce que tu aimerais changer? Ça devrait être la maxime première de tout acte éducatif. En échange, nous devons leur apporter de l'amour au sens de bienveillance dans leur questionnement. Plutôt que de rejeter leurs questions, comme c'est le cas aujourd'hui, et dans le système éducatif français, on tabasse les questions des jeunes. Quand le jeune dit à quoi ça sert votre matière, les mathématiques, les tangentes, les f de x, on lui dit tais-toi, ça sert à passer ton bac en général. C'est très dur d'avoir une explication du pourquoi, du bien fondé de ce qu'on enseigne aujourd'hui, parce qu'il y a plein d'a priori dans ce qu'on enseigne à cette jeunesse. Donc il faut avoir l'amour des questions des jeunes, voilà, y compris si c'est des questions dérangeantes, surtout si c'est des questions qui nous dérangent. Le cinquième lien, c'est le lien de soins, avec des jeunes qui nous... Alors ça, c'est encore un mot très complexe, le recueillement. D'abord, nous devons protéger ces jeunes-là. Nous devons les protéger. Il faut qu'on réinvente, me semble-t-il, des solidarités familiales. Je vous ai dit, les jeunes misent sur la famille. Il faut évidemment aider les jeunes dans la famille, mais surtout avoir des connexions interfamiliales. C'est très très important. Dans un livre qui s'appelle « Je t'aime », j'analyse comment on pourrait faire presque la révolution en sortant du petit couple papa, maman, la bonne et moi, enfin il n'y a même pas la bonne d'ailleurs, papa, maman et moi, et en inventant des connexions affectives pour faire famille au-delà de la famille papa, maman, la bonne et moi. C'est-à-dire qu'on pourrait inventer des façons de s'engager familialement avec d'autres personnes qui ont des enfants. Je ne parle même pas de l'hypothèse sexuelle qui n'est pas là, il ne s'agit pas d'inventer une sorte de kibbutz lupanardisé, mais d'avoir des connexions interfamiliales et de famille en famille connectées avec des liens de solidarité, des liens d'entraide. On pourrait avoir une sorte de micro-communisme dans une société capitaliste. Et moi, je crois beaucoup à cette idée, une sorte de kibbutz des temps modernes, ou de smala des temps, parce que la smala, ça marche aussi, parce que c'est nomade, la smala, c'est ça qui me plaît dans la pensée d'Abdelkader. La smala, c'est nomade. Et donc, de retrouver des liens de solidarité qui passent par la famille. Pourquoi par la famille? Parce que c'est le quotidien. Parce que ça touche le voisinage. À qui je laisse mon enfant? Qui va participer à l'éducation de mon enfant? Quel adulte j'ai envie de fréquenter parce qu'il va nourrir aussi en intelligence mon enfant, etc. Et donc voilà, une sorte de kibbutzisation ou de smalaïsation de la société. Gardons smala, ça se prononce mieux. Il n'y a pas de connotation ni religieuse ni éthique là-dedans. Mais je crois à ça. D'ailleurs, ça se voit dans le système d'entraide et de proximité, ce système D qui se généralise. On voit qu'il y a des liens et du coup, on consomme moins. Et ça va complètement avec l'écophilie des jeunes, l'amour de la terre qui se développe. Et je pense qu'on va aller vers une smalaïsation du monde de plus en plus. Et ce que les jeunes vont donner aux adultes, c'est ce que j'appelle le recueillement, c'est-à-dire la capacité d'être seul en disant « ça va papa, ça va maman, foutez-moi la paix, je me débrouille tout seul ». C'est une immense jouissance pour les adultes qui veulent l'autonomie de leurs jeunes que de voir qu'ils finalement ils progressent tout seuls dans un recueillement, une solitude, une connexion entre eux, et on n'a pas le droit d'y aller, ils sont dans leur tour d'ivoire, et à la fois on sait que c'est ça, le but de l'éducation, c'est qu'ils marchent tout seuls, quelque part. Et le dernier lien, c'est un lien d'inspiration, un lien intergénérationnel. Les jeunes ont un humour débordant, mais l'humour évolue avec le temps, l'humour évolue avec les événements, l'humour évolue avec l'évolution de la langue. Je pense qu'ils doivent continuer de nous donner ça et nous devons continuer d'en vouloir. Qui est capable de décrypter aujourd'hui les phrases faites en argot de jeunes de 15 ans, avoir le seum ou je ne sais pas ce qu'ils disent d'ailleurs en ce moment. Il faut qu'on puisse se connecter à cet humour, cette façon décalée et ironique et critique de voir le monde. En échange, nous devons leur donner, et là il y a beaucoup de failles dans cette transmission-là, nous devons leur donner de l'éloquence. Nous devons utiliser les mots, les sortir de la communication politicienne et pubarde, et leur donner les mots, leur donner la littérature incarnée dans des façons de parler le monde, d'inventer le monde, de délirer le monde. Ils ont soif de ça. Alors il ne s'agit pas de faire des beaux discours, il s'agit de faire des forts discours. Des discours qui sont capables de renverser les têtes, qui sont capables d'instiller de l'âme révolutionnaire dans des esprits qui sinon sont formatés par le système. Donc il ne s'agit pas d'une éloquence de façade, il s'agit d'une éloquence un peu comme vous savez, Pouchkine. Le grand poète russe Pouchkine a été dans un lycée français, où il y avait des professeurs français, parce qu'à l'époque, le français régnait sur le monde, russe en tout cas, au niveau de la langue. Et Pouchkine a eu un maître. Ce maître était vraiment le prototype du maître crasseux, toujours mal habillé, mal fagoté, vraiment répugnant. Il était réputé pour être répugnant, mais il enthousiasmait ses élèves, parce c'était un grammairien.
il leur apprenait la grammaire, il leur apprenait l'amour des mots, et il leur disait des choses formidables, par exemple que chaque mot est un impact réel sur le monde. Et Pouchkine, ça l'a totalement transformé. Il instillait dans la fine fleur de l'aristocratie russe les idées révolutionnaires. D'ailleurs, il était lui-même le frère cadet de Jean-Paul Marat, le révolutionnaire. Et Pouchkine était ébloui par ça. L'éloquence, c'est ça, la capacité de dire le monde et de le transformer à même les mots. Les jeunes le font, mais ils ont besoin d'un soutien. Nous devons parler aux jeunes de façon inspirante. Et nous avons démissionné à cet endroit-là. Alors c'est une magnifique transition. J'aimerais bien qu'avant de parler de néo-résistance, on parle un peu de l'école. Donc maître, la relation maître et élève. On parle beaucoup aujourd'hui de l'égalité entre citoyens à l'occasion du débat sur la déchéance de nationalité. Mais les inégalités, on sait qu'elles démarrent déjà à l'école. Et ça, finalement, on en parle là aussi peu. Il y a des bonnes écoles, il y a des très mauvaises écoles, il y a des écoles où on a du mal à avoir des professeurs, où les élèves sont quasiment laissés à eux-mêmes dans certains coins. Donc c'est dramatique, et peut-être que les inégalités, elles démarrent aussi là. Mais même en dehors de ça, de cet aspect dont on va pouvoir parler, sur l'école en elle-même, quand elle fait son job, et que certains peuvent considérer qu'elle le fait bien, vous allez dire qu'elle le fait finalement pas si bien que ça. Et vous écrivez dans votre livre, donc vous vous adressez à un jeune, au final, tout ce qui était créatif en toi s'est abîmé à l'école et tes éducateurs n'ont pas su trouver le temps de le sauver. Alors, même quand elle fonctionne bien, elle brise cette créativité dont on parlait au début de cette conférence tout à l'heure. L'école massacre la créativité des jeunes. C'est un massacre. Voilà. Donc, voilà. Alors, il y a toujours des profs formidables, il y a toujours des initiatives formidables, il y a toujours des lycées formidables. Il y a des profs parmi nous, vous êtes formidables. Il y a des profs formidables, évidemment. Mais l'école, le système scolaire français, lorsqu'on voit les chiffres sociologiques, 150 000 jeunes qui sortent sans diplôme tous les ans, blasés complètement. Mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Enfin, c'est dramatique. C'est dramatique. C'est une cause nationale de première catégorie. D'ailleurs, une des premières personnes qui a voulu s'entretenir avec moi suite à ce livre, c'est Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, où elle partageait finalement le point de vue de dire qu'il y a une absence de passion à l'école. La passion, bien sûr, elle existe par les individus. Surtout, je ne veux pas stigmatiser une des plus belles professions au monde, qui est la profession d'enseigner. Mais ça ne doit pas relever des individus. Ça doit pas relever du pifomètre. Tiens, j'ai un bon prof de français, donc du coup, je vais m'éclater en français pendant 1 an. Tiens, mon prof est nul, donc du coup, je vais lâcher l'affaire pendant 1 an. C'est dramatique. Donc, il y a une refonte globale, mais globale, intégrale. Il faudrait. Alors, autant je suis pour reprendre les traditions, etc. Lorsqu'il s'agit de réformer un peu nos mentalités, autant là, je suis pour une révolution scolaire, mais drastique. C'est un massacre organisé. Les jeunes, ils arrivent, ils ont 8 ans, ils commencent à lire des livres, ils ont la passion dans le regard. Je les ai vus, moi, ces jeunes-là. Ils sortent, ils ont 16 ans, ils lisent plus un livre. Ils sont dégoûtés du système. On a tué, on les a humiliés avec des grands noms. On se sert de Rimbaud, on se sert de Verlaine pour les complexer d'écrire de la poésie et non pas pour les inciter à produire eux-mêmes la poésie de demain, d'aujourd'hui. Quel jeune sort de nos écoles philosophes? Quel jeune sort de nos écoles penseurs, poètes? Mais l'école, ça doit servir à ça aujourd'hui. Pourquoi on n'aurait pas des jeunes philosophes de 18 ans? À quoi sert d'étudier les poètes si c'est pour être complexé en produisant de la poésie? Il faut une école, d'abord, qui décloisonne toutes les matières. On ne peut plus enseigner les matières de façon cloisonnée. On ne peut plus enseigner l'anglais pour l'anglais, l'histoire géo pour l'histoire géo. Ça ne doit plus exister. Ça, on doit enseigner l'histoire en anglais et puis enseigner la philosophie, puis voir un philosophe anglais et hop, on passe en anglais. Tout ça, ça doit être transdisciplinaire parce que le monde de demain est un monde de complexité transdisciplinaire obligatoire. Et les jeunes le savent, et d'ailleurs, ils n'y croient plus à l'offre de l'école. Et même les jeunes des lycées favorisés, je ne parle même pas du surmenage scolaire, je ne parle même pas du harcèlement, parce que c'est une technique de harcèlement qu'on fait à nos élèves, la peur du bac, des élèves qui partent à l'école, la peur au ventre, dans les quartiers riches et les écoles favorisées, mais ils sont stressés, ils prennent des calmants. C'est une catastrophe, notre école, une catastrophe. Et je pense que vraiment, on doit porter, et la néo-résistance, à mon avis, c'est d'abord ça, c'est ça aussi, mais il faut porter une critique violente, non pas contre les profs, on est bien d'accord, mais contre un système qui n'est plus du tout au goût du jour de la massification scolaire. Ça, on le savait depuis 20 ans, que la massification est un échec, mais au goût du jour des nécessités de demain, où on ne connaît même pas 50% des prochains métiers de demain. On ne sait même pas ce que ça va être, les métiers de demain. Et donc, il faut inventer une école de la créativité, mais absolue, mais dans tous les domaines.
il faut créer une école où l'art a sa place. Comment voulez-vous être créateur si vous avez 1 heure de pipeau toutes les semaines avec une prof en général? Enfin bon, j'ai rien à dire. Non, j'arrête là parce que c'est filmé. Non, je dis rien. Mais enfin, il faut l'art, ça devrait être le b.a.-ba. Tous les jeunes aiment la musique. Pourquoi on peut apprendre les mathématiques en apprenant comment programmer de la musique électro? Mais la musique électro, c'est très compliqué. Il faut être ingénieur du son pour pouvoir le faire. Mais apprenons les mathématiques à travers ça, ou à travers le codage, ou le hacking, ou l'informatique. Enfin, mais les mathématiques, j'ai rien contre, mais que ça soit des choses incarnées dans des corps. Et qu'on doit pouvoir répondre à la question des jeunes du 21e siècle, quand ils disent « à quoi ça sert ce que tu m'apprends ?» On doit pouvoir leur répondre autre chose que « à passer ton bac », que autre chose à ne pas foirer ta vie. Donc il faut qu'on puisse vraiment faire un coup d'état scolaire. Donc la seule possibilité que je vois, puisque apparemment le mammouth n'est pas prêt de se bouger, de l'aveu même de la ministre, qui en a pris plein la figure, je pense qu'il faut qu'il y ait des professeurs dissidents. Je pense qu'il faut qu'il y ait une révolution de professeurs à l'école et qui adoptent une autre pédagogie et qui se concertent sur des forums, qui prennent en otage, non, je dis n'importe quoi, j'allais dire les copies du bac, mais non, c'est pas une bonne idée. Mais je pense qu'il y a des moyens. Je rêve d'un mouvement de professeurs qui dit, nous on va faire autrement, qui disent l'inspecteur, à la rigueur on l'écoute, mais vous savez que les inspecteurs ils sont très progressistes, contrairement à ce qu'on dit. C'est les premiers qui disent aux professeurs, mais inventez autre chose, etc. J'étais stupéfait dans mes rapports à l'inspection qu'ils nous poussent vers les nouvelles technologies, vers les tablettes à l'école, vers des choses qui sortent de la poussière. L'école doit être dépoussiérée, y compris dans son organisation horaire. On ne peut plus avoir des cours d'anglais qui soient comme ça disséminés. Est-ce qu'on produit des bilingues? Est-ce que l'école produit des bilingues? Non. 8 ans d'anglais et on a honte de lire un livre en anglais. Mais vous mettez ça dans une école privée où vous payez très cher pour être bilingue. En 2 ans, on fait un bilingue. On sait faire des bilingues. Mais ce n'est pas en donnant 3 heures d'anglais par semaine. C'est en faisant 3 mois d'anglais non-stop. Vous vous mettez, et là vous dites, maintenant on arrête les maths. Ils ne vont pas perdre leur niveau en maths en arrêtant 3 mois les maths. Ça va. Ils ne vont pas perdre leur niveau. On arrête les maths, on fait de l'anglais du matin au soir, 5 heures, 6 heures par jour pendant 3 mois. Et je vous garantis que les bilingues, on va les créer. On connaît les techniques. Mais on est dans un... Donc il faut, à mon avis, une révolution. Et je pense que là, il y a un immense acte révolutionnaire. Il faut que les parents suivent, parce que s'il y a toute la société française qui se disent, mon Dieu, vous allez... Voilà. Il faut que les élèves suivent. Il faut que ça soit un programme inspirant où on se dise, ceux-là, ils ont raison, ce sont une minorité, mais ils sont en train d'esquisser l'école de demain. Donc voilà l'école, j'ai été un peu radical, mais ça fait... S'il y a des professeurs parmi nous, non seulement vous êtes formidables, mais en plus vous allez venir nous voir à la fin pour qu'on lance ce mouvement de dissidents et cette révolution. Mais c'est peut-être néo-résistance d'ailleurs aussi. Vous allez nous expliquer un peu ce concept qui est dans votre livre et qui est devenu aussi un mouvement. Alors vous allez nous dire ce que c'est exactement, mais si je ne me trompe pas, après les attentats de novembre, donc c'est quoi cette néo-résistance que vous appelez de vos voeux? Et puis on va passer quelques slides aussi avec quelques citations qui illustrent ce mouvement. La néo-résistance, ce n'est pas un mouvement. Elle existe. Elle existe. Il y a des choses qui sont néo-résistantes. C'est nous. Non, ce n'est pas nous tous, ça dépend. Il y a des choses qui sont néo-résistantes. Il y a des personnalités qui sont néo-résistantes, il y a des actions qui sont menées qui sont néo-résistantes, et puis il y en a qui ne le sont pas. Donc c'est un qualificatif qui permet de désigner, c'est un concept, on dit en philosophie, c'est un concept qui permet de nommer des choses et de voir des points communs entre des choses qui, sans ce concept, qui les subsument. Philosophie, on dit subsumer sous un concept, placer sous un concept. Sans ce concept qui subsume des actions diverses, on ne pourrait pas voir les points communs entre certaines actions. Il y a des individus qui sont néo-résistants et il y a des actes qui sont néo-résistants. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie pour moi, d'abord et avant tout, faire le pari de l'intelligence, donc de l'intelligence critique, donc de l'autocritique, donc de l'opposition au self-branding qui ne cherche pas à s'autocritiquer mais à se vanter et à se vendre. L'opposition entre se vendre, c'est se critiquer. Le produit qui se vend ne s'autocritique pas. L'individu qui pense s'autocritique. La néo-résistance, pour moi, c'est d'abord la capacité autocritique permanente, cette micro-révolution de la pensée, révolution presque au sens de réflexion, de retour sur soi. Et évidemment, l'autocritique doit être portée par des individus qui s'autocritiquent, par des groupes qui s'autocritiquent,
par des citoyens qui s'autocritiquent, par des nations qui s'autocritiquent et par l'humanité entière qui s'autocritique. C'est la spécificité de l'humain pour moi, cette capacité de réfléchir sur son action en agissant et de se dire on peut changer des choses, on peut la faire évoluer. Alors on peut décider ça de façon programmatique. Donc ça, c'est pas ce que je plaide pas tellement pour ça, parce que le programme, c'est rigide. Le programme, c'est le parti, c'est pas souple. Et les jeunes ne veulent plus du parti aujourd'hui. Ils s'engagent à 42% dans des associations, mais seulement à 2% dans les partis politiques et les syndicats. Donc c'est plus du tout au goût du jour. Et donc je suis pour une autocritique qui ne soit pas élaborée selon un programme, mais élaborée selon une stratégie qui évolue en fonction du terrain. Qu'est-ce que ça veut dire élaborer ? Élaborer, ça veut dire ne pas élaborer. Il, c'est le négatif, comme inimaginable. Laboratus, illaboratus, en latin, c'est ce qui n'est pas travaillé. Ça produit quelque chose, mais ce n'a pas été travaillé. C'est spontané, ou alors ça a été tellement répété qu'on le fait dans un acte, une attitude, aptitude de création. L'acte créateur n'est jamais élaboré. En général, il est élaboré. Le créateur, il est dans une sorte de transe créatrice. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de technique, mais à un moment, s'il veut atteindre la performance absolue et solaire, il doit oublier la technique, transfigurer la technique et agir avec une facilité et une aisance incroyable, comme si ce n'était pas travaillé, alors qu'on sait que derrière ça, il y a du travail. Alors oui, je m'intéresse à Descartes, parce que Descartes, c'est le premier, à mon sens, en Europe, qui va réhabiliter ce qu'on appelle l'émotion aujourd'hui. Il appelle ça les passions, mais en fait, ce qu'il entend par passion, c'est l'émotion. Sauf que l'émotion aujourd'hui, on sait que c'est ce qui meut l'individu activement. C'est la partie agissante de l'individu. Mais Descartes utilise le mot passion parce qu'il insiste sur le côté passif. On est mu par des émotions, on est agité par des émotions sans qu'on puisse le vouloir. Et Descartes, dans cette citation, il montre l'importance de porter la réflexion pour dépasser, pour comprendre ses émotions et ses passions et pouvoir faire le tri dans ces émotions. Mais ce qu'il me semble que ceux qui sont accoutumés à faire réflexion sur leurs actions peuvent toujours, c'est que lorsqu'ils se sentiront saisis de la peur, ils tâcheront à détourner leur pensée de la considération du danger, en se représentant les raisons pour lesquelles il y a beaucoup plus de sûreté et plus d'honneur, les mots sont très importants, sûreté, on dirait sécurité aujourd'hui, et plus d'honneur en la résistance qu'en la fuite. Je sais que certains d'entre vous n'imaginaient pas que Descartes allait être une figure philosophique de la néo-résistance, mais cette phrase-là est fondamentale, elle arrive à la fin du traité. Il montre que simplement la résistance, c'est la résistance à certaines émotions en soi que la réflexion permet d'écarter, la peur, la haine, la facilité de désigner des boucs émissaires. C'est d'actualité, non ? C'est l'actualité, et ça remonte à la peste noire de 1348. La peste noire, où je vous rappelle, il y avait des pogroms contre les juifs, parce qu'on disait que les juifs empoisonnaient les puits, parce qu'on ne savait pas ce que c'était, il fallait des boucs émissaires. C'est toute l'histoire de l'humanité qui est décrite dans cette phrase. Tu es plein d'émotions. Descartes dit une chose importante. Contrairement à la morale stoïcienne et chrétienne qui consiste à combattre les émotions et les passions, lui, il dit une chose, il dit « elles sont toutes bonnes par nature ». Mais parfois, il faut en savoir en faire usage. Donc il n'est pas en train de condamner les émotions. Il est en train de dire qu'en philosophie et dans la vie de tous les jours, les émotions nous apportent de merveilleuses choses, mais qu'il faut porter la réflexion sur l'émotionnel. Le problème des débats stériles qu'on a aujourd'hui, il est très simple. Il est qu'on n'arrive plus à réfléchir sur les émotions. On réfléchit que sur les structures, on réfléchit sur, par exemple, l'islamophobie. Phobie, c'est quand même une émotion. On parle là d'une émotion. Eh bien, on réfléchit à des structures d'exclusion, on réfléchit à des lois, on met tout en termes technocratiques, en termes gestionnaires. Descartes nous invite à nous reconnecter à l'émotion et à essayer de faire peut-être ce dont on a besoin, une psychologie collective des émotions, de mettre des émotions dans le débat. Et ça va dans les deux sens. Et je finirai là-dessus, sur ce point. Ça va dans le sens que comprendre ces émotions, ça permet d'enlever la peur, d'enlever la haine, etc. Mais ça permet aussi de donner de l'émotion dans nos combats. Le vivre ensemble sans émotion, c'est de la technocratie. Pour que le vivre ensemble soit héroïque, pour que la citoyenneté soit incarnée, il faut qu'il y ait une émotion citoyenne. Et on l'a vu avec le 11 janvier, pour que ça continue tout ça, il faut qu'il y ait l'émotion.
Le problème, pourquoi ça ne continue pas ces mouvements de cohésion nationale? C'est parce que nous avons perdu la capacité émotionnelle collective. Et donc il faut pouvoir la retrouver pour faire le tri et pour pouvoir porter nos projets citoyens par l'émotionnel aussi. Avant de passer à Deleuze, oui, parce qu'après, il va falloir qu'on laisse la place à quelques questions. On a vu Obama, il y a 2 jours, en pleurs, en revenant à la charge sur la question des armes et du contrôle des armes. Est-ce que ça vous semble être quelqu'un qui concilie justement la politique avec l'émotion? Écoutez, venant de la part d'un Obama qui est au contraire quelqu'un qui se contrôle au niveau émotionnel, je sais que les Guignols nous l'ont montré comme l'opposé de ce qu'il est, comme un bon sympathique, mais pas du tout. Obama est quelqu'un qui est plutôt froid et qui se contrôle. Je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est de la com ou pas? Moi, j'entre pas dans ce débat-là. Mais en tout cas, c'est intéressant qu'il y ait de l'émotion. D'ailleurs, je trouve que François Hollande était assez digne parce que de l'émotion transparaissait lorsqu'il a pris la parole, indépendamment de ce qu'il fait. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à avoir des représentants politiques qui puissent être émus. Je ne dis pas utiliser l'émotion pour manipuler, je dis simplement être ému aussi. Ce qui fait le charisme d'un Nelson Mandela, ce qui fait le charisme d'un Shirin Abadi, etc., c'est que l'émotion, elle est là. Dans les néo-résistants, et Nelson Mandela en est un évidemment, on va le voir après, c'est la capacité à pouvoir sentir le monde dans sa chair. Sinon, on reste dans la technocratie, une extension du domaine de la communication. Bon, une autre citation de Deleuze dans l'abécédaire à résistance. Donc, c'est l'idée que la résistance, c'est une résistance à la honte d'être un homme que l'on peut éprouver parfois. Il dit dans l'abécédaire, l'art, ça consiste à libérer la vie que l'homme a emprisonnée. C'est important, on emprisonne la vie lorsqu'on n'est plus dans des rapports d'empathie et de sympathie avec les autres. On emprisonne la vie lorsqu'on fait son boulot et qu'on est dans les petites lâchetés quotidiennes. On emprisonne la vie lorsqu'on veut la régimenter, ne plus élaborer, ne plus créer en improvisant, mais suivre des programmes, suivre du coaching, je dirais, le plus lénifiant et le plus drastique. Donc l'homme passe son temps à enfermer la vie, et l'art permet de la libérer. Voilà ce qu'il dit Deleuze. L'homme ne cesse pas c'est exactement ce qu'il dit, d'accord. L'homme ne cesse pas d'emprisonner la vie, ne cesse pas de tuer la vie, la honte d'être un homme. L'artiste, c'est celui qui libère une vie puissante, une vie plus que personnelle. Ce n'est pas sa vie, c'est un lâcher de vie, c'est une libération de vie. Eh bien, la néo-résistance, c'est la possibilité de conjuguer l'art et la politique. Je ne vois pas de définition, et la philosophie. Pour moi, la philosophie, c'est l'alliance du poétique et du politique. C'est la jonction de la poésie, parce qu'on peut délirer le monde et inventer le monde, et c'est l'alliance de la politique, parce que si ça n'a pas d'impact dans la société, et si ça ne raconte pas les mots de la société, on n'est plus dans la philosophie. Et donc, pour moi, la possibilité de néo-résistance, c'est résister en créant. C'est pour ça que c'est néo. Il ne s'agit pas de résister en ayant un ordre ancien auquel on voudrait se rattacher. Il s'agit de résister en inventant du nouveau, en innovant des nouvelles pratiques, des nouvelles façons d'entrer en relation, de faire famille, de faire pédagogie. Et donc c'est cette puissance toujours nouvelle de résister en créant les formes nouvelles dont on a besoin. Voilà pourquoi la néo-résistance est toujours connectée à l'art et à la philosophie. Alors Foucault, il dit une chose intéressante, toujours dans cette idée de néo-résistance. Il montre que dans les relations de pouvoir, il y a forcément possibilité de résistance. Car s'il n'y avait pas possibilité de résistance violente, de fuite, de ruse, de stratégie qui renverse la situation, il n'y aurait pas du tout de relation de pouvoir. Autrement dit, il est consubstantiel à la notion même de relation de pouvoir d'avoir du jeu, au sens du jeu dans les engrenages. Et donc, dès qu'on se plaint de pouvoir écrasant, de pouvoir qui nous étouffe, d'Europe qui décide à notre place. Dès qu'on est dans la victimisation de soi en disant « je ne peux rien faire, le pouvoir est trop grand, trop puissant, la relation de pouvoir est asymétrique », c'est justement parce qu'il y a relation de pouvoir qu'il y a possibilité de résistance. Et tout le mouvement altermondialisation montre ça, et ça peut aller dans le burlesque, ça peut aller dans la parodie. Un simple dessin peut être une forme de néo-résistance, une parodie. Chacun peut être amené à critiquer les relations de pouvoir qui valorisent les oppresseurs et qui détruisent les opprimés, parce que la néo-résistance, c'est fondamentalement cette pensée d'être toujours dans le camp des opprimés. Et enfin, une dernière citation, alors celle-là, c'est de la poésie, je parlais d'art. Il s'agit de se transformer en chevaux. Alors je parle vraiment de chevaux, ceux qui montent des chevaux savent de quoi je parle. Et il s'agit de devenir notre véhicule même. Ne pas être un individu sur un cheval,
ne pas être un citoyen bien confortablement assis dans sa démocratie, mais de devenir le véhicule même de la démocratie, de devenir ce qui nous permet d'avancer. Et donc c'est ce qu'une poétesse que j'aime beaucoup, Alban Gellé, appelle le devenir cheval. Et elle écrit « l'extrême attention au monde ». Voilà la néo-résistance, une attention extrême portée au monde, portée au débat, portée aux mots et portée aux autres. Et pour elle, Alban Gellé, c'est ça être cheval. Une extrême attention au monde, entre panique et jouissance, ce qui en moi est cheval. Proie, fuite, solitude et troupeau. C'est la condition humaine résumée en une phrase. Ce qui en moi résiste, s'obstine, risque, ce qui en moi s'en va pour rejoindre. À cheval, je suis d'emblée au cœur des choses, désencombré, réuni, débarrassé des entraves périphériques, des nœuds stériles. Dans le vif du sujet, j'aime beaucoup cette phrase, je me rejoins dans une extrême présence à ce qui m'entoure, dénoué. Je pense que là, la néo-résistance, c'est cette attitude qui consiste à être extrêmement présent et sensible, comme un cheval peut être extrêmement sensible à ce qui l'entoure, parce que n'oubliez pas que le cheval est une proie, et qu'aujourd'hui, tous les citoyens ont ce statut de proie qu'ils doivent incorporer en eux-mêmes. C'est ça aussi la néo-résistance. Mais ce n'est pas une proie qui est victime. C'est une proie qui est attentive à son statut de proie et qui, par cette attention même, renverse l'équation et est capable de pouvoir se connecter aux autres, d'agir avec les autres et de vivre et non pas de survivre simplement. Et donc c'est cette qualité, je dirais, d'écoute existentielle de soi et des autres qui est pour moi la néo-résistance et qui se traduit après politiquement naturellement dans des actions politiques menées. Être extrêmement sensible aux injustices, mais ne pas attendre par exemple d'un corps politique constitué de les régler, mais faire en sorte de s'obliger à régler le problème, être à la fois sur le cheval et devenir le cheval. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est à vous maintenant, on va passer aux questions. Alors on va essayer d'être dans le nous, justement, de faire attention aux autres et donc de poser des questions assez courtes pour que tout le monde, si possible, ait le temps de poser sa question. Vous pouvez dire, si vous le souhaitez, qui vous êtes et poser votre question, encore une fois, le tout assez rapidement et de façon claire et concise, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Non, je voulais d'abord vous remercier parce que ça fait du bien. C'est rafraîchissant et c'était un peu inespéré. Donc, je suis en venant ici, j'étais au début un peu sceptique et vous m'avez conquise. Donc, merci, ça fait vraiment du bien. Et du coup, la question qui en découle, c'est tout simplement comment vous faites pour ne pas succomber au charme du personal branding, au self-branding. Est-ce que c'est lié à une éthique personnelle? Est-ce que c'est lié à des convictions qui sont liées elles-mêmes à un vécu? Enfin, voilà, c'était ça ma question. Ah, c'est une question intéressante. Oui. Comment je fais? D'abord, je ne résiste pas. J'ai une grande tendance à ça, naturellement, parce que j'ai de l'ambition et que l'ambition, j'en ai traité dans un ouvrage, c'est compliqué parce que la notoriété et la gloire font partie du projet. Donc, c'est très complexe. Mais je me suis entouré de garde-fous. Voilà ma solution. C'est-à-dire de gens qui me fracassent la tête dès que je commence à faire ma pub et commencent à même me mettre en avant en me disant c'est pas ça qui intéresse les gens, c'est pas toi qui intéresse les gens, donne-leur à penser, à voir des choses qui les nourrissent dans leur réflexion. J'ai 2-3 personnes autour de moi extrêmement impitoyables et qui me ramènent, qui me tirent les oreilles et je râle, je proteste, je dis non mais la vidéo elle est trop bien, regarde j'ai dit une super phrase, non, c'est pas bon du tout, c'est nul, etc. Donc je pense que ça je l'ai tiré en fait de mon écriture. Lorsque je travaille mes livres, c'est vraiment un travail de longue haleine, j'ai des lecteurs, j'ai 2, 3, 4, 5 lecteurs qui sont extrêmement vigilants, non pas au contenu intellectuel, mais à comment c'est présenté. Maintenant, je les ai dans la tête, je les ai presque incorporés, parce qu'à force de travailler avec eux, je sais ce qu'ils vont me dire quand j'écris même la phrase elle-même. Eh bien, voilà, il faut des garde-fous, et c'est déjà du lien social, vous savez. Quand on sent qu'on a des penchants un peu tordus, ou dont on a envie de se débarrasser, plutôt que de faire un travail sur soi qui demanderait beaucoup de temps qu'on n'a pas et d'énergie qu'on n'a pas, s'entourer de garde-fous. Et les gens adorent ça. Les gens adorent qu'on leur demande conseil. Les gens adorent vous tirer l'oreille ou vous mettre une grosse claque dès que vous franchissez
un pas alors que vous avez promis à vous-même et à tout le monde de ne pas le franchir. Nous sommes au début d'année, le début des bonnes résolutions. Si vous avez des bonnes résolutions néo-résistantes cette année, si vous voulez vous engager réellement à changer d'un iota le monde dans un sens où la respiration serait un peu plus légère, il faut avoir des garde-fous. Contre nos démons, on peut s'entourer de garde-fous, c'est la solution que je dirais. Et après, par imprégnation, vous n'en aurez plus besoin parce qu'ils seront dans votre esprit et dans votre tête. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonjour. J'ai été très intéressé à la question de la transmission. Et je me dis que je vais peut-être un peu penser comme Michel Serres, c'est-à-dire que et puis peut-être Morin, on n'est plus dans la transmission de ce qui est dialectique, de ce qui va être synthétique. On est plutôt dans le dialogique, dans la pensée complexe, dans l'idée qu'on trouve du sens dans la multiplicité. Et je ne suis pas sûr que les parents sont dans ce cheminement-là. Et que dans l'échange qu'il y a entre les jeunes et les personnes plus âgées, on va dire, ce qui est important, c'est de comprendre qu'à travers le numérique, à travers les moteurs de recherche, il n'y a plus une sorte de connaissance qui va être transmise, mais c'est une connaissance qui n'est que la résultante d'échanges d'un certain métissage. Et dans l'idée de Michel Serres, c'est comme ça qu'on peut peut-être créer. C'est-à-dire que quelque part, il y a un inattendu qui arrive, alors qu'il n'était pas prévu, mais il n'est pas non plus dans une pensée logique, linéaire. Et je pense que dans les transmissions, il y a quelque chose à s'échanger. Alors que le pouvoir ou les personnes plus, j'allais dire, que vous avez mis dans les anciens, sont plus dans une pensée linéaire qui doit donner un sens construit. Et quelque part, quand vous parlez d'éloquence et de capacité à penser, c'est aussi ça qui se transmet, alors que peut-être les idées nouvelles vont germer justement de quelque chose qui n'est pas dans cette logique. Merci. Alors c'est intéressant parce que ça permet de préciser une chose importante. Je crois qu'aujourd'hui, on est tous dans la pensée complexe. Edgar Morin, que je respecte beaucoup, est âgé. Et sa pensée, il l'a bien propagée. Et on a tous compris que c'est notre monde. Il en parle depuis les années 90 avec brio. La différence générationnelle, moi je la situe autre part. Je pense qu'on est tous, les parents comme les jeunes, dans la pensée complexe. On sait que le monde est complexe et on sait que c'est très dur d'y prendre sa part si on a juste un angle de vue et qu'il faut démultiplier les angles. La différence, c'est que les jeunes de moins de 30 ans veulent être complices de la complexité. C'est-à-dire que eux, ça les fait jouir la complexité, alors que leurs parents, ça leur fait peur. Et ils jouissent de ça. Ils sont nés dans la complexité avec des parents qui disent « Oh là là, tu sais, le monde qu'on te laisse, il est super complexe ». D'ailleurs, la crise climatique, c'est presque une preuve de la complexité des choses. On n'arrivera à rien changer parce que ça touche tous les secteurs de la société, du pétrole aux bagnoles, en passant par l'organisation et l'industrie, l'organisation sociétale. Donc tout le monde sait que c'est complexe, mais les jeunes jouissent de la complexité. C'est ce que j'appelle être complice de la complexité. La racine étymologique est la même. C'est être tissé de la même étoffe, être dans la bobine de fil, être dans les mêmes plis, con, plica. Mais la complicité, c'est de pouvoir utiliser la complexité comme une puissance de création, une puissance d'engagement et une force pour trouver le sens de la vie. Alors qu'on peut voir la complexité comme, au contraire, ce qui va nous inhiber, ce qui va noyer le sens de la vie et qui va finalement nous faire nous rabattre sur des marchands, sur la consommation à outrance et sur des habitudes induites. Et je pense qu'une des solutions, si on arrive à se connecter à la jeunesse, c'est que nous aussi, nous arriverons à jouir de la complexité. Et donc à résister à tous ceux qui veulent simplifier la complexité moyennant finance. C'est le premier point. Ensuite, on parle du sens de la vie. Qu'est-ce que c'est le sens de la vie ? Le sens de la vie, c'est une expression piège. C'est pas du sens, ou comme je dis, le sens d'une phrase. C'est pas ça. Il y a pas un sens avec une définition. C'est pas ça le sens de la vie. C'est le sens dans tous les sens du terme. À la fois, ça me permet de dire ma place, de dire quel est le sens, à quoi je sers, à quoi ça sert tout ça. Et à la fois, ça me montre une direction. C'est la passion. Le sens de la vie, c'est la passion. Quand vous avez trouvé le sens de votre vie, vous êtes passionné
par quelque chose et vous dites « je vais y consacrer ma vie », c'est ce que j'appelle l'ambition. L'ambition, c'est consacrer sa vie à sa passion. Et donc quand on dit « les jeunes cherchent le sens de la vie, ils sont en quête de sens », ils sont en quête de passion. Qui a compris ça aujourd'hui? Qui tient un discours de passion? Le Pen et Daesh. Et les marchands. Ils sont trois. Ils sont trois à avoir compris que ce qui motive la jeunesse et ce qui permet de leur donner un sens de vie, c'est de la passion. Passion dans la haine, le refus des autres, etc. Et les jeunes, ils courent, hein, un tiers des jeunes, hein, en Belgique et en France, un tiers des jeunes à l'extrême droite. Alors que les plus âgés résistent. Ils résistent. Hein, 35% chez les jeunes, 18% chez les plus de 60 ans. Le vote FN. Donc, la passion de la haine pour le romantisme national raciste, comme je l'appelle, le romantisme national raciste, c'est, tu sais quoi, et j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu vas jouir, c'est un romantisme que je te vends, tu vas pouvoir être raciste et être nationaliste. C'est génial, tu vas pouvoir avoir des ennemis, on te le désigne, tu vas pouvoir dire des insultes, tu vas pouvoir être créatif, hyper créatif, inventer des clips xénophobes, aller dans la rue, tabasser des gens, c'est génial, youpi, t'as trouvé le sens de ta vie. Le romantisme de Daesh, c'est le romantisme fondamentaliste, intégriste et même, je dirais, djihadiste. Romantisme djihadiste. C'est-à-dire, tu sais quoi la bonne nouvelle? Tu es un héros, mon gars. Tu es un héros. Le sens de tu vas pouvoir te passionner et tuer des gens et ça va être une vie excitante. Tu vas mourir peut-être jeune, mais tu auras tellement joui que tu pourrais mourir demain. C'est une phrase de Joe Starr dans l'album Paris sous les bombes où il dit « J'ai tellement tagué de trains que je pourrais mourir demain ». C'est le sens de la vie à l'époque, c'était taguer sur des trains. Bon, ça a changé, mais en tout cas, l'idée, c'est la même. Je vais te dire ta jouissance et tu vas jouir là où je te dis où est ta jouissance. Et c'est comme ça que des vieux manipulent des jeunes, parce que le sens de la vie djihadiste, ce sont des vieux aux commandes, faut pas se leurrer, profondément. Et le sens de la vie nationale raciste, ce sont des vieux aux commandes. Et puis les marchands ont compris ça. Il y a des clients, ils sont jeunes, ils ont moins de 30 ans, il faut les passionner. Et donc ils ont un discours de passion en disant le sens de la vie, ça va être de porter telle et telle marque, de t'investir pour faire des castings, te vendre toi-même, passer à des télés, des radios crochets, etc. Et donc, les seuls qui tiennent un discours de passion aujourd'hui, alors bien sûr il y a des profs néo-résistants, voilà le nom du mouvement que je vais lancer dans l'éducation nationale, la néo-résistance professorale et pédagogique, mais il y a des profs néo-résistants qui essayent et qui arrivent à montrer que le sens de la vie, en tout cas pour eux, c'est leur matière, leur discipline, et du coup, ça devient des profs géniaux dont on se souvient toute sa vie, mais il faut qu'on réinvente de la passion citoyenne, de la passion républicaine. Il faut qu'on s'adresse aussi avec la passion, ne pas faire comme ceux qui n'ont mal compris Descartes et qui disent l'émotion on met ça de côté, la passion on met ça de côté. Descartes avait très bien compris que le sens de la vie c'est la passion, c'est vivre des émotions intenses. Et je résumerai ça en une phrase, le sens de la vie c'est d'être criblé d'émotions. Il faut qu'on puisse proposer aux jeunes et qu'ils puissent inventer et qu'on les laisse aussi inventer des propositions de vie où la passion est centrale, la jouissance de vivre est centrale. Je préférais évidemment que ça aille du côté de la solidarité, de la créativité et de la démocratie, je dirais plutôt directe, en tout cas participative. On est d'accord. Une question ici. Bonjour. Moi, je sais pas si on m'entend là. Près du micro, par contre. Là, voilà. C'est mieux. Voilà, en fait, par rapport à votre discours, j'adhère à une grande partie de ce que vous dites, notamment au sujet des passions. Il y a un sujet qui me gêne un petit peu, c'est que vous diabolisez beaucoup l'aspect marchand. D'ailleurs, on est avec le groupe SOS qui... et non marchand. Non marchand, mais qui est basé sur des entreprises qui sont du secteur social et solidaire, mais qui sont les entreprises et donc qui vendent et qui font du bénéfice. Oui, mais on n'a pas d'actionnaire, par exemple. Oui, c'est pas un débat sur le groupe SOS, mais ce que je veux dire, c'est simplement... C'est vous qui avez commencé. Oui, mais c'est plutôt un compliment. C'est que je supporte en fait l'entreprise sociale et solidaire. Je supporte aussi les entreprises de manière générale, même si elles ont aussi leurs défauts. Et ce que je veux dire, en fait, ma question, c'est que pensez-vous vraiment que l'aspect marchand et l'aspect philosophique du être ensemble s'opposent? Je pense qu'on peut aussi créer dans l'univers marchand des choses qui puissent apporter du bien. Même si ça peut aussi apporter de l'argent. Voilà. Merci, c'est une bonne question. Il faut que l'entreprise évolue. Alors, d'abord, j'ai dit les marchands. C'est vrai que c'était au sens de... Il y a une connotation philosophique quand j'utilise le mot les marchands. Les marchands, c'est au sens de Charles Fourier, qui écrit et qui est en guerre contre ce qu'il appelle les marchands.
et c'est-à-dire une vision du monde, parce que on peut être néo-résistant et marchand, évidemment, mais je l'emploie dans un sens qui consiste à répandre le cynisme de l'utilisation de l'homme par l'homme ou de l'exploitation de l'homme par l'homme, grâce au stress notamment, grâce au chantage, grâce à 1001 pressions, de façon finalement à proposer un projet de société qui soit un projet de société où les gens seraient obsédés du profit individuel à court terme. Voilà, grosso modo, comment j'utilise le mot marchand philosophiquement. Obsession du profit individuel à court terme. Et alors là, je pense qu'il faut être impitoyable. Avec cette obsession qu'on appelait dans un temps néolibéral, il faut être impitoyable. Et ça va avec la putréfaction de notre espace public, la publicité à outrance, la manipulation de masse à outrance, et la putréfaction de la classe politique qui utilise les trouvailles des marchands pour convaincre et pour redonner finalement un peu de corps et d'humanité, en tout cas en façade, à la démocratie et à la République. C'est une catastrophe. La jonction des marchands et de la politique donne un peu ce qu'on a, une classe politique qui fonctionne comme des marchands. Les hommes politiques faisant du self-branding, à coup de petites phrases, à coup de positionnement et de trahison. Moi, j'ai fait 80 conférences l'année dernière. Je crois que j'ai dû en faire 60 dans l'entreprise. Donc je suis tout sauf quelqu'un qui est réfractaire au fait d'entreprendre. Et quand vous regardez la couverture de mon livre, oui, mais il y a un petit bandeau, c'est vraiment l'idée d'entreprendre, transmettre, inspirer, s'engager. Il y a l'idée d'entreprendre. On sait que les jeunes, quand on leur dit « tu veux faire quoi plus tard ?», les jeunes de la génération alpha, ceux qui ont 15 ans aujourd'hui, ils disent « je veux être entrepreneur à 50%. » 50%. Et quand on leur dit « mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est quoi entrepreneur ?» Ils disent « moi je veux être mon propre patron ». C'est pas la même chose. Être son propre patron, c'est-à-dire ne surtout pas vivre une certaine forme d'entreprise, et les remarques que vous faisiez étaient très pertinentes, une entreprise où on ne sait même plus ce que ça veut dire entreprendre, où les actionnaires font la loi, et où on est dans une facticité et une hypocrisie relationnelle poussée au comble du raffinement, à coups de formules onctueuses, à coups de stress implicite, où les gens sont malades. Et cette entreprise-là, il faut vraiment, là aussi, je parlais du corps professoral et de la néorésistance pédagogique, il faut une néorésistance entrepreneuriale aussi. Je travaille avec des grands groupes patronaux, où je tiens un discours extrêmement, le même qu'ici, et la plupart sont d'accord. Figurez-vous que l'entreprise, la vraie entreprise, c'est pas l'entreprise multinationale, c'est l'entrepreneur qui adore ses salariés et qui essaye de faire évidemment de la valeur en étant éco-responsable, en étant dans la justice, etc. Donc je suis tout sauf dans le patron bashing, etc. Maintenant, une chose est sûre, c'est que l'entreprise, ça concerne la vie de tout le monde. Et donc il est urgent de pouvoir inventer une façon de travailler ensemble qui puisse restaurer les individus dans leur humanité. Mon rêve, ce serait quoi ? Ce serait qu'on aille travailler et qu'on se sente mieux quand on a fini de travailler parce qu'au travail, on est redevenu un peu plus humain. Au travail, on a pu débriefer ses problématiques personnelles. Au travail, on a pu trouver une écoute avec quelqu'un qui nous a écoutés, qui a pris du temps, et on a pu lui parler de nos problèmes de vie. Au travail, on a pu nouer des amitiés. L'entreprise et la vie doivent se conjuguer de plus en plus. Ça va être l'entreprise au XXIe siècle, et toutes mes interventions concernant l'ambition, concernant l'excellence, la performance, visent à montrer qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut avoir plus d'efficacité que si on met plus d'humanité. Et que plus d'humanité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire arrêter d'élaborer pour élaborer. Arrêter de tout planifier pour improviser. Ce que j'appelle la jazzification de l'entreprise. Arrêter de mettre tout en process et en hiérarchie pour devenir agile et pouvoir improviser en temps et en heure par petites équipes, je dirais, décentralisées. Et donc, on a une mutation d'entreprise qui va être exactement la mutation du pouvoir dans la société et qui sera aussi une mutation démocratique aujourd'hui. Je pense que l'entreprise va être précurseur des transformations de gouvernance dont la société aujourd'hui démocratique a besoin. Et donc je m'intéresse à l'entreprise, évidemment, pour montrer que les mutations au sein de l'entreprise, parce que là on rigole pas, il s'agit de faire des bénéfices, donc ils sont au-devant de tout, au-devant de tout. C'est pour ça qu'ils interrogent d'ailleurs des philosophes aussi, et j'ai croisé Edgar Morin plus d'une fois. Eh bien, ils sont au-devant de tout. Je pense que les changements dans l'acte de travailler ensemble pourront inspirer l'acte de vivre ensemble dans la citoyenneté. Voilà pourquoi je pense que l'entreprise, il ne faut certainement pas la diaboliser, mais il faut être politique. On ne peut pas
être béni oui et dire vive l'entreprise. On doit critiquer ce qui dans l'entreprise ne va pas, comme on doit critiquer ce qui dans l'école ne va pas. Voilà. On va prendre une dernière question, si elle est courte, et si la réponse est courte aussi, du coup. Comment ? De me lever. Oui, bonsoir. Bon, alors je vais m'adresser à vous sous le coup d'une émotion violente, mais roborative et régénératrice. Alors, je suis enseignante. Voilà, stop. Mais je pense que je vais faire partie des premiers engagés dans ce combat. Alors moi, je le mène depuis 10 ans avec l'éducation nationale et je suis effectivement atterrée, en colère, révoltée et évidemment prête à m'engager plus que jamais pour une maïeutique, pour une poétique de l'éducation. Et il se trouve que depuis 2014, j'ai investi le champ politique étant élue à la mairie du 20e, chargée d'éducation et développement durable. Et j'avoue que, évidemment, c'est un Everest à franchir pour parvenir à faire s'ouvrir tout un chacun dans le domaine de l'éducation à ces questions qui concernent la jeunesse. Et j'ai fait mien depuis une dizaine d'années les propos d'Ivan Illich dans Une société sans école qui dit qu'en matière d'éducation, le fait de se confronter à la réalité, de faire se confronter les enfants, la jeunesse, à la réalité, constitue l'alternative radicale à un système qui ne se contente que d'en parler. Et c'est exactement ça. Donc, je sais que Najat Vallaud-Belkacem, parce que je l'ai rencontrée à Radio France lors de cette formidable journée consacrée aux collégiens dans le cadre de la COP21. Et d'ailleurs, à ce propos, excusez-moi, vous m'arrêterez parce que là, je suis partie pour un mois. Mais ça va être un peu long, suivez le projet interclasse. Suivez le projet interclasse avec France Inter qui envoie des journalistes suite aux événements de Charlie Hebdo, qui envoie des journalistes dans des collèges de Paris et de banlieue et dont vous allez entendre les jeunes se manifester à travers de tous les projets qu'ils ont élaborés avec ces journalistes pendant 1 an. Donc il faut vraiment suivre le projet interclasse. Ça commence à bouger, mais en tout cas, vous avez face à vous une enseignante à la fois désespérée. Il y avait des économistes atterrés. Je suis une enseignante atterrée, mais alors prête au combat plus que jamais. Merci beaucoup. Et merci encore. Merci. Vincent, pour ce qui sera votre conclusion, du coup. Question là, peut-être vite fait. Non, je suis désolé, parce qu'il faut vraiment qu'on libère la gaieté lyrique. Je suis vraiment désolé. L'éducation. Donc voilà, je résumerai. La néorésistance, d'abord, ça peut passer par un hashtag. Hashtag néorésistance, c'est pas une marque, c'est rien, c'est simplement une possibilité d'avoir une visibilité. On parlait d'hashtag commun, je pense que ça peut être intéressant. Et comment qualifier la chose ? Résistance contre la bêtise organisée. Le problème de la bêtise organisée, ce que j'appelle l'énergie bête, c'est que l'énergie bête, c'est de l'énergie. Et que être stressé, ça donne apparemment de l'énergie. Stresser les autres, ça permet de se défouler. Être stressé, ça permet de se lever et de tenir bon. Et nous sommes dans des vies où l'énergie bête nous contamine un peu comme une forme de peste. Et on a de l'énergie, mais c'est de l'énergie bête parce qu'elle va nulle part. Elle est stérile et elle assoit les pouvoirs finalement qui nous exploitent et qui nous font du mal. La néorésistance, c'est résister à cette énergie bête par une énergie lucide. Et donc ça prend plein de formes. Je pense à la citoyenneté de proximité, très importante. Je pense à cette idée de faire famille. J'insiste vraiment pour les jeunes à montrer qu'ils doivent inventer la famille de demain et puisse-t-elle être un peu kibboutzienne ou tsmalaïenne, je pense que c'est important. Et nous tous, tout un chacun, nous devons d'abord fuir et résister au réflexe de la victimisation. Et si j'avais un mot de conclusion, ce serait ça. Nous ne sommes pas des victimes. Et il faut arrêter avec cette jérémiade continue. Plutôt que d'être victime et de se lamenter là-dessus, plutôt que de désigner certaines catégories comme étant victimes, essayer de s'interroger qu'il n'y a pas de victimes. Il y a des gens qui veulent être libres, mais ça ne suffit pas. Ils veulent jouir de leur liberté. Et c'est pour moi la meilleure définition du bonheur.
jouir de sa liberté. C'est ça la néorésistance. Finalement, la néorésistance, c'est être heureux d'un bonheur contagieux. Et aujourd'hui, le bonheur, il est subversif. Aujourd'hui, le bonheur, on n'en veut pas, parce que le bonheur, c'est ce qui permet de clasher, c'est ce qui permet d'interroger le système, de tenir tête au système et de tenir tête au pouvoir, et on n'en veut pas. On est dans un bonheur factice, un bonheurisme de façade, et je pense que si on retrouvait cette attention au monde, cette attention chevaline au monde, et l'idée d'un bonheur qui puisse tenir tête à tout ce qui nous exploite aujourd'hui et tout ce qui nous met à terre, je pense qu'on pourrait avoir non seulement de l'espoir, mais la possibilité de donner la démocratie à la République ses lettres de noblesse. Voilà, je vous remercie beaucoup, en tout cas. Merci. Un grand merci à vous. Merci. Il y a de la passion dans les Hub Conférences, donc n'hésitez pas à revenir, à suivre le programme sur le site des Hub Conférences ou sur Hub Campus. Je vous rappelle, mais c'est de la consommation utile, qui a du sens, que vous pouvez vous procurer avec la rue de l'Échiquier, qui est ici, ce livre Oser la jeunesse. Les éditions Rue de l'Échiquier ont édité un livre, on parlait de l'entreprise aussi, qui s'appelle L'entreprise du 21e siècle sera sociale ou ne sera pas, pour rejoindre le débat que vous avez lancé tout de suite, à l'instant. Et puis le livre aussi, Up to You, où on parle justement de l'école de demain, de l'entreprise de demain, et comment on peut tous être acteurs du changement. Un grand merci à nouveau, et puis à bientôt. Merci. Un grand merci à nouveau, et puis à bientôt. Un grand merci à nouveau et puis à bientôt.